1, 2, 3, 4, 5, c'est parti. Bonjour tout le monde, je suis désolé pour le petit retard mis à démarrer cette affaire. C'est simplement que je travaille un peu trop en flux tendu et j'étais en train de regarder les questions. Alors, dans la première liste des choses que j'ai vues, il y avait toute une série de questions qui concernent le système politique dans lequel on vit et juste derrière la question de la Convention citoyenne. Je vais partir avec une première question qui est: est-ce que le système démocratique peut limiter le réchauffement climatique sous les 1,5, voire sous les 2 degrés? Alors, je vais commencer par répondre à la première partie de la première question, qui est que malheureusement, limiter le réchauffement sous les 1,5 degrés, c'est hélas déjà une affaire qui est derrière nous. Il faut rappeler quelque chose d'assez simple, qui est que le réchauffement que nous aurons en 2100 dépend de la totalité de ce qu'on va mettre dans l'atmosphère d'ici à 2100. Et la totalité de ce qu'il faut mettre dans l'atmosphère pour atteindre 1,5 degré en 2100, malheureusement, on l'a déjà émis à la fin de l'année dernière. Donc limiter sous 2100, sous 1,5 degré, pardon, à ce stade, ça n'est plus possible qu'avec des scénarios qui retireraient du CO2 de l'atmosphère à partir, alors pas tout à fait de maintenant, mais on va dire que ce qu'on émet en plus par rapport à maintenant doit être soustrait de l'atmosphère avant la fin du 21e siècle, sinon on dépasse les 1,5 degrés. Donc dit autrement, ceux-là, on les a déjà perdus. Pour arriver à 2 degrés, il faut diviser les émissions par 3 d'ici à ce que mes enfants aient mon âge, c'est-à-dire dans les 30 ans qui viennent. Alors la question est, est-ce qu'on arrive à imposer de façon douce, ou pas imposer, est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre de manière douce en démocratie ce genre d'affaires? La réponse est assez simple. La seule possibilité d'y arriver, c'est que ça devienne un consensus qui dépasse absolument tout le reste. Dit autrement, on a une petite chance d'arriver à limiter le réchauffement sous les 2 degrés à partir du moment où, simultanément, dans tous les pays de la planète, on est capable, dans les systèmes politiques tels qu'ils sont, y compris dans les systèmes qui prônent une suprématie de la liberté individuelle par rapport à tout le reste, j'ai nommé les États-Unis, de faire en sorte qu'il y ait un absolu consensus sur le fait que les émissions baissent de 4% par an et que tout le reste suit et ne cherche pas à violer cette limite. Alors je vais le dire autrement, ça veut dire que dans les systèmes démocratiques, on est capable de dire à toutes les entreprises, vos émissions vont baisser de 4% par an et dans ce contexte-là, vous ferez le chiffre d'affaires que vous faites. Ça veut dire qu'on est capable de dire aux individus, vos émissions vont baisser de 4% par an et dans ce contexte-là, vous aurez le pouvoir d'achat que vous aurez. Etc. Donc, c'est probablement que, malheureusement, la réponse est non. Du coup, je vais faire une petite digression qui correspond à une question que je n'ai pas vue dans la liste, mais qu'on m'a déjà posée récemment, qui est: est-ce qu'au fond, un système de type chinois n'est pas un bon compromis en ce qui concerne le problème que nous sommes en train de regarder? Et il n'est pas complètement exclu que la réponse soit oui. Dit autrement, il est évident que pour lutter contre le changement climatique dans les bons ordres de grandeur, il faut être capable de s'imposer des efforts qui sont des efforts extrêmement significatifs. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un pouvoir qui soit très fort pour être capable de faire respecter ces efforts une fois qu'on a décidé de les mettre en œuvre, ou une fois que le pouvoir a décidé de les mettre en œuvre. Et il est assez peu vraisemblable qu'on y arrive dans un régime dans lequel toutes les quelques années, on est susceptible de remettre en cause ce qui doit se faire, etc. Quand on regarde aujourd'hui où sont les États qui ont des envies un peu significatives sur la question, je dis bien un peu significatives sur la question, on va tomber sur des pays qui ont historiquement un grand sens du consensus parce que c'est des pays qui étaient soit géographiquement très contraints, typiquement les pays scandinaves ou la Suisse, parce qu'il fallait y passer l'hiver, soit des pays insulaires, ce qui revient à dire qu'ils sont très contraints. Par exemple, la Grande-Bretagne, il y a une espèce d'union sacrée sur le carbone dans une certaine limite, parce que je ne crois pas aujourd'hui qu'ils soient, par exemple, prêts à remettre en cause la croissance au bénéfice de la baisse des émissions. Mais c'est clair qu'il faut qu'il y ait des pays, ça s'exerce dans des pays dans lesquels il y a eu une tradition historique de se serrer les coudes et de faire des efforts collectivement. Quand cette tradition n'existe pas, encore une fois, typiquement les États-Unis, c'est très peu probable que ça arrive. Du coup, le corollaire de cette affaire, malheureusement, il est que si la situation se met à échapper à notre contrôle,
il n'est pas complètement certain, et il est malheureusement même assez certain, que la démocratie n'y survivra pas. Donc, dans les risques évidents liés à la solution involontaire au changement climatique et à la contrainte énergétique, moi j'y vois à l'évidence le risque que la démocratie saute. Donc, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Alors, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup d'en faire sauter un petit morceau à l'avance pour qu'on évite d'en faire sauter l'essentiel plus tard. Dans les systèmes dans lesquels on en fait sauter un petit morceau, je signale qu'il y a notamment, et ça va me permettre de faire le lien avec la Convention citoyenne, les systèmes par exemple de tirage au sort. À partir du moment où vous tirez les représentants de la nation au sort, du coup, vous n'êtes plus, alors ça a des avantages et des inconvénients, je ne vais pas regarder le truc en détail, hein, mais il y a au moins un inconvénient que vous n'avez plus. Et alors, vous n'avez plus l'avantage, pardon, de la campagne électorale et du fait que vous avez une forme de garantie que le souhait de la majorité se retrouvera dans les gens qui vont se retrouver aux commandes. Par contre, vous évitez d'une certaine manière le jeu partisan et le fait qu'il y ait une tentation de la démagogie, au moins au début. Et alors ça va me permettre donc de faire le lien avec la Convention citoyenne, puisqu'on a 150 personnes tirées au sort qui arrivent aux affaires. Alors l'avantage, c'est que vous avez des gens qui échappent, au moins au moment où ils arrivent, à l'idée qu'ils vont sacrifier au court terme. Par contre, ça a un gros inconvénient, c'est que les gens arrivent en ne s'étant pas préparés, puisqu'ils ont été tirés au sort, donc ils n'ont aucune idée de ce qui les attendait. Et ça veut dire qu'il y a un pouvoir très très fort qui appartient à ce moment-là aux gens qui vont les informer de la situation qu'ils trouvent en arrivant. Ce qui va sortir de la Convention citoyenne sera très très fortement structuré par la capacité que les gens qui participent à cette convention auront d'accéder à une information à peu près correcte et à peu près complète sur les faits. Un certain nombre d'entre vous m'ont peut-être entendu il n'y a pas très longtemps m'accrocher un tout petit peu avec un journaliste de France Culture à qui j'ai essayé de faire remarquer qu'il y avait une petite différence entre les faits et les opinions. Alors je vais revenir là-dessus. Les faits, c'est ce qui peut être mis en évidence par l'observation et qui ne peut pas être contredit par un changement de convention humaine. Exemple, la Terre est ronde, c'est un fait. On peut décider par convention qu'elle est plate, ça ne change pas la forme de la Terre. La Terre se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil, c'est un fait. On peut décider par convention qu'elle est derrière Pluton, ça ne changera pas la position de la Terre. Donc les faits, c'est des choses sur lesquelles il vaut mieux avoir les idées claires, parce que si on essaye de les nier, ou si on essaye de ne pas avoir une perception correcte de ces faits, eh bien, on a toutes les chances d'aller dans le décor en ce qui concerne la manière dont on va gérer l'avenir. Et donc, ne pas avoir de débat inutile ou ne pas avoir de remise en question des faits, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour être capable d'aller de l'avant de façon pertinente. À côté de ça, il y a les opinions. Donc, les opinions, c'est la Terre étant ronde, doit-on l'explorer? Bon, ça, c'est une opinion. On peut dire que oui, on peut dire que non. Il y a des tas de bons arguments d'un côté, il y a des tas de bons arguments pour l'autre. Autre exemple, l'Antarctique est recouvert de glace, ça c'est un fait. Question, est-ce que l'Antarctique doit être une terre internationale qui n'appartient à aucun État ou est-ce que ça ne doit pas être le cas? Voilà, ça relève de l'opinion, le fait de penser que oui ou le fait de penser que non. Eh bien, dans l'information initiale qui est donnée aux citoyens qui participent à la Convention citoyenne, je n'ai pas été vérifié, donc je n'ai pas d'avis sur la question, mais c'est absolument évident qu'être capable de leur donner les faits et une quantité suffisante de faits pour qu'ils soient capables d'avoir, eux, une opinion, c'est un point qui est absolument crucial. J'avais déjà compris ça en 2003, parce que j'avais participé au comité de pilotage d'une conférence de citoyens sur le climat, justement, et on avait retrouvé sans grande surprise, dans les conclusions des citoyens, une large partie de ce qui avait été apporté aux citoyens en question au moment de l'exposé initial, quand on leur avait dit « voilà les faits ». La deuxième chose, en ce qui concerne cette convention, c'est que, bien évidemment, il est très difficile pour des gens qui découvrent le problème d'avoir une idée claire sur toutes les imbrications que ça engendre une fois qu'ils ont un peu compris. Et il est évident qu'il y a un petit exercice de manipulation
peut-être même un gros, dans le fait que notre cher président Macron ait dit à la Convention, trouvez-moi des bonnes idées pour baisser les émissions de 40%, si ma mémoire est bonne, parce que toutes les propositions qui pourront être faites seront au mieux à l'état de méta-propositions. Par exemple, si on dit qu'il faudrait que le fret routier consomme 2 fois moins de carburant, une fois qu'on a dit ça, on n'a toujours pas dit si on taxe monstrueusement le carburant routier en attendant que les trains de la France soient bloqués par les barrages jusqu'au moment où les gens en ont marre de faire grève, ou bien aussi on électrifie les autoroutes, ou bien si on vend 2 fois moins de marchandises dans ce pays, comme ça il y en a 2 fois moins à transporter. En ce moment, il y a toujours des transporteurs routiers qui font faillite, et donc qu'est-ce qu'on fait d'eux? Enfin voilà, il est absolument évident qu'une fois qu'on est sorti de l'objectif général, qui lui sera très facile à énoncer, le diable sera dans les détails. Je ne suis pas complètement persuadé, on verra la copie, mais je ne suis pas complètement persuadé que nos citoyens auront le temps de de comprendre tous les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe dans tous les domaines dans lesquels ils vont faire une recommandation. Donc, la portée de ce genre de travail, les directions choisies, pardon, sont très dépendantes de la formation initiale, et la portée de ce genre de travail est très dépendante du temps que les gens ont pour comprendre quelles sont les implications des mesures qu'ils peuvent préconiser, et c'est quelque chose qui est un exercice difficile. Donc pour en revenir à la question de la démocratie, est-ce que la démocratie va y arriver? C'est pas sûr. Du reste, on constate que dans les temps anciens, à l'époque où le monde était très contraint, la démocratie était une exception partielle à la règle qui voulait que les régimes soient dirigés de façon non libre, non démocratique, et que l'exercice des libertés dépendait essentiellement de ce que la caste dominante avait décidé de faire. Du temps de la royauté, c'est un système dictatorial héréditaire, hein, ça n'est rien d'autre. Le roi était de droit divin, rappelez-vous. Donc dans les systèmes anciens, il y avait des règles qui étaient dures, et l'exercice de la liberté individuelle n'était pas du tout garanti à aucun niveau. Et par ailleurs, les conditions n'évoluaient pas au cours du temps. Dans les temps anciens, on naissait paysan, on mourait paysan, il n'y avait pas d'ascension sociale. L'ascension sociale, c'est une création de l'énergie, ça. L'ascension sociale, ça n'existait pas. L'augmentation des revenus avec l'âge, ça n'existait pas non plus pour l'essentiel des habitants. Donc on naissait paysan avec les revenus qu'on avait, et on mourait paysan avec les revenus qu'on avait, sans retraite, soit dit en passant. Donc la question de savoir si dans un univers qui redevient contraint, on est capable de préserver la démocratie est à l'évidence une question essentielle. Et quand on regarde les régimes qui sont capables de se gérer de façon beaucoup plus douce, j'ai envie de dire, avec tout le monde qui papote, qui palabre, etc., on voit que c'est des régimes qui s'appliquent souvent à des unités de petite taille, la tribu, etc., souvent dans des univers dans lesquels il n'y a pas d'hiver à passer, des univers tropicaux, etc., la nourriture est abondante toute l'année, donc il n'y a pas de contraintes vraiment, mais dans les systèmes organisationnels à large échelle qui sont apparus aux moyennes latitudes, je ne connais pas beaucoup d'exceptions au fait qu'en univers contraint, la démocratie n'existait pas. Une fois que j'ai dit ça, donc, je ne sais pas si on est beaucoup plus avancé pour savoir ce qu'on fait. Alors, on peut renverser le raisonnement. Après, la manière dont on peut renverser le raisonnement, c'est est-ce qu'on n'a pas intérêt à abdiquer de nous-mêmes quelques libertés qui ne sont pas essentielles, histoire de préserver le plus longtemps des libertés qui le sont beaucoup plus, qui nous sont extrêmement chères. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on n'a pas d'exercice de hiérarchisation, ça pourrait être un exercice intéressant à mener, un exercice de hiérarchisation de nos libertés, dit autrement, si l'on doit n'en garder qu'une, c'est laquelle? Est-ce que c'est la liberté de se déplacer? Est-ce que c'est celle de s'exprimer? Est-ce que c'est celle de manger à sa faim? Enfin voilà. Puis si après on doit n'en garder qu'une deuxième, laquelle est-ce? Etc. Il est vraisemblable qu'un exercice de cette nature aiderait énormément, à la limite beaucoup plus que la Convention citoyenne qui a été faite, un exercice de hiérarchisation de nos renoncements serait probablement un exercice qui aiderait considérablement plus le pouvoir en place à voir où sont les choses sur lesquelles on est prêt à faire des efforts que l'exercice qui est fait de conventions où malheureusement, encore une fois, en fonction de l'information initiale et de la difficulté technique d'implémentation, c'est pas complètement sûr qu'on va en sortir quelque chose d'activable qui va résoudre tous les problèmes qui se posent à nous. Et notamment, je ne suis pas du tout sûr que la Convention citoyenne préconisera, s'il y a un conflit d'objectifs entre le pouvoir d'achat et la baisse des émissions, de s'asseoir sur le pouvoir d'achat.
pas complètement sûr que c'est ça qui va en sortir. Alors, après, qu'est-ce que j'ai dans ma besace, une fois que j'ai traité la Convention citoyenne? Il y avait une question qui était posée, par exemple, sur les impros de l'éolien, les autres le solaire, etc. Voilà typiquement un débat technique qui n'est absolument pas menable, je ne sais pas si ça se dit, dans le cadre d'un panel de gens tirés au hasard, sans qu'ils passent par la difficile et longue et aride étape de s'imprégner des faits et de comprendre quelles sont les caractéristiques techniques de chacune de ces possibilités. Alors la question sur Extinction Rébellion, est-ce que ça peut gagner assez de poids politique? Quelque part, ça s'inscrit dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la possibilité que cette entité gagne du terrain est finalement liée à la possibilité qu'elle éclaire le pouvoir sur la hiérarchie de nos renoncements. À partir du moment où Extinction Rébellion éclaire le pouvoir sur la hiérarchie des renoncements possibles pour une large partie de la population, oui, ça fera œuvre utile, c'est absolument évident. Si c'est juste je suis contre tout, malheureusement, on retombe dans quelque chose qui est une mouvance historique qui n'aide pas beaucoup, parce que si on est contre tout, on n'aide pas le gouvernement à choisir, on n'aide pas le pouvoir à choisir. Or, gérer, c'est choisir, c'est trancher, c'est arbitrer. C'est dire j'accepte ça en contrepartie de ça. Donc on en revient à toujours au même sujet. Et donc Extinction Rébellion sera utile s'ils aident à hiérarchiser les renoncements. Alors, après, petite question sur ah oui, après, il y avait une question sur l'échelon local, qui est dans cette histoire, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelon du territoire? Alors, il y a un projet qui va être lancé par The Shift Project dans incessamment sous pneu, qui consiste justement à essayer de répondre à cette question. C'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des territoires? Le projet en question, il va s'appeler Résilience des territoires, et donc son objectif va être d'outiller les élus locaux pour qu'ils comprennent, quelles sont les contraintes qui les attendent. Donc en gros, le panorama énergétique vu d'une collectivité locale, qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il implique, qu'est-ce qu'il peut créer comme difficulté à l'avenir ou comme opportunité, et le panorama climatique, qu'est-ce qu'il implique comme difficulté, parce que là malheureusement c'est surtout des difficultés à venir pour un élu local. Et une fois qu'on croise les deux, la question, ça va être quels sont tous les sujets, tous les défis, tous les points de vigilance, et avec évidemment un certain nombre de suggestions qui peuvent être faites sur la manière de commencer à s'y attaquer. Donc c'est ça le sujet qu'on va attaquer au Shift Project. Donc la réponse à la question, eh bien rendez-vous dans un an. Je sais que c'est long et qu'on n'a pas beaucoup de fois un an, puisque nous avons très exactement 30 fois un an pour diviser les émissions planétaires par 3. Mais rendez-vous dans un an parce qu'on a l'intention de s'attaquer à la question en espérant qu'on y sera un tout petit peu utile. Alors, après, il y a une question sur la décroissance. Si j'ai bien compris votre analyse, la décroissance est inévitable. La réponse est oui, enfin, je vais préciser un tout petit peu. Quelles sont les activités, salariées ou pas, qui pourraient permettre au plus grand nombre de subsister? Alors, il y a un raisonnement au premier ordre que je fais souvent dans ce domaine, qui est de dire que probablement que la décroissance va engendrer des processus qui sont pas très loin d'être l'évolution inverse de ce qu'on a constaté sur les 2 derniers siècles. Si on reprend l'histoire, la croissance est quelque chose qui a commencé à devenir significative quand les hommes ont commencé à s'adjoindre les services de machines.
Alors, il y a eu une petite poussée au haut Moyen-Âge, selon mon ami Michel Le Petit, en France. Et puis ensuite, c'est la Grande-Bretagne qui démarre la civilisation industrielle, qui, la première, connaît la croissance. Alors, la croissance et l'adjonction des machines engendrent quelques effets très significatifs sur l'organisation de la vie de tout le monde. Ça change la structure des métiers. Et en particulier, ça déplace l'emploi de manière massive de l'agriculture vers l'industrie et les services. Les services sont comme l'industrie, dépendants de l'énergie abondante, parce que ces services n'existent pas sans flux industriel sous-jacent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça déplace l'occupation du territoire. Il y a une question qui m'a été posée là sur la taille optimale des villes. Alors, les gens dans les villes, je reviendrai après, pardon. Donc, non, je vais finir tout de suite. Donc, ça favorise les métiers qui sont industriels et de services, et ça favorise par ailleurs les métiers urbains. C'est-à-dire que ça met ensemble des gens qui doivent travailler ensemble. Alors, dans l'industrie, les gens doivent travailler ensemble. On doit mettre ensemble toutes les personnes qui travaillent dans la même usine. Plus l'énergie est abondante et plus on a une organisation qui permet d'assurer des transports faciles. Et à ce moment, plus on va avoir des usines qui sont de taille importante et spécialisées sur une seule tâche. Dit autrement, là où Ford avait mis des ouvriers spécialisés sur une seule tâche dans des usines qui faisaient tout de A jusqu'à Z, donc on faisait la totalité d'une voiture dans une usine, en gros. Par contre, chaque ouvrier, lui, il ne vissait qu'un seul boulon. Eh bien, on a créé aujourd'hui une taylorisation des usines et non pas des emplois. Donc, vous avez des usines qui ne font que des semi-conducteurs, après des usines qui ne font que des cartes mères, après des usines qui ne font que des écrans d'ordinateur, des usines qui, etc. Donc, on a taylorisé les usines et non pas voilà. Dans les camions, on ne fait que la portière du camion à un endroit, puis à un autre endroit, on ne fait que la peindre, et puis à un troisième endroit, on ne fait que l'assembler sur la cabine du camion. Donc, on a taylorisé les usines, avec au sein de chaque usine, par contre, des tâches qui peuvent être extrêmement variées. Et on a relié tout ça par des transports qui coûtent pas cher. Plus on taylorise les usines, plus on les spécialise, plus on les fait grossir, et plus, évidemment, on a besoin de gens concentrés au même endroit. Pour les services, c'est exactement pareil. Alors, les services sont par ailleurs des métiers d'échange, et échanger, c'est facile quand les gens sont entassés les uns sur les autres. Soit dit en passant, c'est pour ça qu'on a créé les villes, c'est pour gérer les échanges. Et vous constaterez que les villes consistent historiquement à entasser, les villes et les villages, qui sont aussi des lieux d'échange, plus petits, à entasser les gens les uns sur les autres, donc à faire des maisons qui sont adjacentes en R plus quelque chose, R plus 3, R plus 4, R plus 5, tassés les uns contre les autres, et mis en disque autour des lieux d'échange, donc en cercle, parce que c'est comme ça que la distance au lieu d'échange est la moindre pour l'ensemble des gens qui y habitent. Et les lieux d'échange sont au centre de la ville, partout. Donc l'église où on échange les valeurs morales, la place de marché où on échange les biens, l'école où on échange les savoirs, la représentation du pouvoir où on échange les règles de vie en commun, tout ça est au centre. Donc si l'énergie devient contrainte, globalement on détricote le système. Alors on détricote le système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez moins de transports faciles qui assurent les maillons intermédiaires de tout ce système, ça veut dire la démondialisation, en gros. Ça veut dire la déspécialisation des unités productives, et donc, logiquement, que tout se met à coûter plus cher, y compris les panneaux solaires et les éoliennes, j'y reviendrai. Ça veut dire la fin d'emplois urbains qui occupent l'essentiel de la population. La population se remet à habiter près de là où on trouve la ressource et où on la travaille. Alors, le tout petit sujet dans cette affaire, c'est qu'il n'est pas complètement sûr qu'on puisse remettre au champ une population qui fait aujourd'hui 8 milliards d'individus. Donc la contraction énergétique sera d'autant plus facile à gérer, et c'est évidemment quelque chose de très douloureux que de se dire ça, que la taille de la population n'aura pas trop augmenté. Dans les pays occidentaux, on a aujourd'hui, en France par exemple, vous avez aujourd'hui moins d'1 hectare par habitant en surface métropolitaine. On a 55 millions d'hectares et il y a 65 millions d'habitants. Ça veut dire que pour recréer un système essentiellement agricole, c'est pas simple. Voilà, donc les métiers qui résistent, j'ai envie de dire, à la contraction énergétique, sont des métiers qui vont progressivement vers la polyvalence, le fait de sortir
progressivement de la ville, ça a l'air vite dit comme ça, hein. Et c'est des métiers qui vont vers une forme de résilience au sens large. C'est aussi des métiers qui s'occupent de gérer des communautés, parce qu'on ne fait rien tout seul. Il y a un grand mythe survivaliste sur le fait qu'on peut, face à ce problème-là, tous s'enterrer dans sa cave et avec son fusil et 40 tonnes de boîtes de conserve. Personnellement, j'y crois pas trop. Ça, c'est vraiment le mythe survivaliste américain. Je crois beaucoup plus au fait que dans ce genre de système, la coopération va être essentielle. Du reste, on le voit bien, par exemple, dans la France, pendant l'occupation, l'essentiel des gens, quand même, était plutôt sur un mode coopératif que sur un mode je tape sur mon voisin. Donc, quand les temps sont durs, il faut coopérer et il faut faire des systèmes qui sont plus collectifs et qui, soit dit en passant, pour en revenir au début de cet échange, conduisent aussi, quelque part, à abdiquer délibérément une partie de sa liberté individuelle. Comment est-ce qu'on assure ce genre de transition? Alors, on l'assure, j'ai envie de dire, en deux temps. Il y a un premier sujet qui est de ne pas en rajouter par rapport aux problèmes existants. Et donc, je fais partie des gens, et ça va nous ramener à la taille des villes, je fais partie des gens qui, aujourd'hui, considèrent que de continuer à faire grossir les mégapoles est une mauvaise idée. Et je vais expliquer pourquoi dans pas longtemps. Ça veut aussi dire que dans ce contexte-là, il ne faut pas avoir un système éducatif qui prépare tout le monde à un emploi de bureau. Or, aujourd'hui, depuis Mitterrand et son droit d'accès à l'université pour tous, on a entretenu l'idée qu'il était légitime dans le pays que tout un chacun puisse faire des études supérieures et donc, sous-entendu derrière, accéder à un emploi de bureau. Alors ça, c'est quelque chose qui marche très bien dans un monde de machines. Dans un monde de machines, effectivement, on peut tous avoir accès à un emploi de bureau puisque les machines travaillent pour nous. Et à ce moment, notre seul travail, à nous, consiste à gérer ces machines et à gérer le flux que ces machines créent. Et donc, on peut tous avoir des emplois tertiaires, enfin, à défaut d'être des emplois de bureau, des emplois tertiaires, encore que une bonne partie des emplois tertiaires sont machinisables, robotisables. Par exemple, un vendeur ou une vendeuse chez H&M est parfaitement remplaçable par une machine, c'est-à-dire un site en ligne, et derrière des entrepôts robotisés qui vous envoient les trucs par drone robotisé, tout ça localisé par GPS, il n'y a aucun problème. Skynet n'est plus très loin. Il n'y a aucun problème pour remplacer tout ça par des machines. Et nous, on se contente de donner des ordres aux machines. Alors ça marche très bien dans un système à l'énergie abondante. Donc, dans un système à l'énergie abondante, toutes les machines travaillent pour nous, des tracteurs aux drones, en passant par les camions et les laminoirs. Et nous, on est juste là à leur donner des ordres, assis dans un bureau en ville. Dans un monde où il y a moins de machines, ça ne marche pas bien. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare à l'idée qu'il y aura moins d'emplois qui seront des emplois de bureau ou des emplois que bureau, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on va voir apparaître des systèmes de gens qui auront deux activités. Je cultive mon potager le matin et je suis au bureau l'après-midi. J'en sais rien, enfin, un truc de cette nature. Il y a un sujet donc sur les villes, et en fait, la partie la plus fragile des villes, c'est les couronnes périurbaines, parce que c'est là que les gens sont le plus à la marge de la fonction d'échange de la ville. D'abord, ils sont plus loin du centre. Ils ont besoin de plus d'énergie pour assurer les fonctions d'échange, donc se déplacer, aller au travail, etc. C'est aussi des gens qui sont le moins indispensables, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, et s'ils n'ont pas beaucoup de moyens, c'est qu'ils ne sont pas très qualifiés. Et s'ils ne sont pas très qualifiés, c'est que c'est les premiers à sauter dans un univers plus contraint. Et sur les villes, il y a donc une évolution à rebours quelque part aussi qui est à réfléchir, parce que quand on voit à quoi ressemblaient les villes il y a quelques siècles, et bien les villes il y a quelques siècles, il n'y avait pas de banlieue, il y avait une ville très dense qui était ceinte de murailles, soit dit en passant, avec une frontière extrêmement franche entre la ville et la campagne, et c'était ça qui, à cette époque-là, correspondait à la fonction optimum de la ville qui était de gérer des échanges, et gérer des échanges quand on était un peu loin du centre, ça, on n'y arrivait pas. Alors pourquoi est-ce que les villes étaient petites et très denses il y a longtemps? Elles étaient très denses pour assurer les fonctions d'échange à l'intérieur, et elles étaient petites parce que la première nécessité dans une ville, c'est que les habitants puissent se nourrir. Ce qui veut dire que à l'époque où les aliments n'étaient pas conservables longtemps, donc il n'y avait pas de chaîne du froid, il n'y avait pas de transport frigorifique, il n'y avait pas de boîte de conserve, il n'y avait pas, etc. On peut dire qu'en première approximation, la taille maximale d'une ville était conditionnée par la distance qu'on arrivait à parcourir à pied ou éventuellement en charrette à bœuf en 1 ou 2 jours, c'est-à-dire le temps que les aliments se périment.
Donc, une ville, puisque par exemple, il y a il y a quelques siècles, quand il n'y avait pas de chaîne du froid, la viande, vous étiez capable de transporter l'animal une fois abattu, à mon avis, sur un jour de trajet, et puis pas beaucoup plus. Après, ça variait, surtout en été. Donc, la ville était conditionnée par la distance qu'on pouvait parcourir en 1, 2, allez, enfin, quelques jours de marche. Ce qui veut dire que la quantité d'habitants qu'on pouvait y trouver était délimitée par le surplus agricole qui était capable de fournir le disque situé à, allez, on va dire 2 jours de marche ou de charrette du centre. Donc je reprends l'explication. Les gens qui font l'agriculture dans ce disque situé à 2 jours de marche du centre, évidemment, il faut qu'ils commencent par se nourrir eux. Donc la taille de la ville, elle était conditionnée parce que ces gens-là étaient capables de fournir comme nourriture, en plus de ce dont ils avaient besoin de se nourrir eux-mêmes, enfin de ce dont ils avaient besoin, pardon, pour se nourrir eux-mêmes, et qu'ils étaient capables d'exporter vers la ville où il n'y avait pas d'activité agricole. C'est pour ça que Lutèce compte à l'époque gauloise 10 000 habitants de cet ordre-là. C'est pour ça que jusqu'au haut Moyen-Âge, 1500, Paris compte 10 000 feux, c'est-à-dire en gros quelques dizaines de milliers d'habitants. C'est pour ça que Paris, en 1800, ne compte toujours que 500 000 personnes. Alors là, par contre, vous commencez à avoir des charrettes, vous commencez à avoir de l'industrie, des conserves, vous commencez à avoir du train, etc. Donc on est déjà beaucoup mieux outillés. Et c'est pour ça qu'il faut absolument les moyens de transport modernes pour être capable de faire vivre une mégapole de 10 millions d'habitants. Si je prends l'Île-de-France comme mégapole. Et c'est une autre manière de dire que dans un monde à l'énergie très contrainte, eh bien, il est totalement insoutenable de garder des villes de cette taille. Donc, on va avoir un vrai sujet d'aménagement du territoire et qui est de faire retourner les villes à une taille qui soit compatible avec un approvisionnement qui sera beaucoup plus contraint et donc beaucoup plus local. Aujourd'hui, le rayon d'approvisionnement d'une ville comme Paris, c'est la terre entière. Les avocats viennent du Pérou, les litchis de Madagascar, les haricots verts du Maroc, les oranges de Tunisie, les tomates en cette saison, je ne sais pas d'où elles viennent, probablement de serre nantaise, ou du Maroc aussi, du reste. Le soja pour nourrir nos animaux vient d'Amérique du Sud ou des États-Unis. Enfin, je veux dire, il y a la chaîne alimentaire qui permet aux Parisiens de manger comme ils mangent aujourd'hui est une chaîne mondiale. Donc, il n'y a pas du tout la possibilité aujourd'hui de faire quoi que ce soit de local de façon un peu sérieuse dans une ville de quelques millions d'habitants. C'est juste totalement impossible. Si mes informations sont exactes, je crois que la couronne maraîchère de l'Île-de-France, elle est capable, l'Île-de-France est capable de fournir, je pourrais faire le calcul du reste, quelques pourcents de ce que mangent aujourd'hui les Franciliens. Donc, c'est la survie de l'Île-de-France, et je pourrais dire la même chose de Lyon, je pourrais dire la même chose de Marseille, je pourrais dire la même chose de Bordeaux, je pourrais dire la même chose de Grenoble, n'est possible que grâce aux camions, aux bateaux et aux avions. Donc supprimer le pétrole demain matin, les Parisiens meurent de faim. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir le sujet. Donc les métiers qui survivent dans un monde de contraction énergétique ne sont pas aussi, c'est là que je voulais en venir, par construction, des métiers qui s'exercent dans une ville de 10 millions d'habitants. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, ne passeront pas la rampe. Alors ça s'organise, ce genre de choses, et pour renvoyer également à la première partie de cette discussion, il est évident qu'on ne gérera pas le transfert d'une partie de la population des villes vers des villages ou des petites villes ou la campagne sans une politique d'aménagement du territoire qui soit une politique un peu dirigiste. C'est absolument évident qu'il est nécessaire d'avoir quelque chose d'un peu structuré pour y arriver. Et par exemple, on peut se poser la question, ça renvoie à la question des collectivités locales, si dans ce genre de contexte, on y arrive en laissant le permis de construire au maire. C'est pas complètement sûr que tant que chacun décide de sa politique d'urbanisme à son niveau, eh bien, on ait un schéma cohérent à l'échelle du territoire. C'est même raisonnablement sûr que c'est l'inverse. Alors, pour autant, il ne suffit pas de donner le permis de construire au préfet pour qu'il en fasse un bon usage, parce que tant que l'État ne lui demande pas d'en faire un bon usage, le préfet en fera le même usage que ce que l'État lui demande, c'est-à-dire potentiellement n'importe quoi. Donc, ce n'est pas une condition suffisante de retirer le permis de construire au maire. Par contre, dans une politique un peu volontariste d'aménagement du territoire pour augmenter la résilience face aux contraintes à venir, ce n'est pas complètement sûr qu'on puisse le laisser au maire. Il y a un autre sujet, évidemment, qui vient se greffer à ça, qui est celui de la croissance démographique. Il est bien évident qu'à partir du moment où la superficie du pays est finie,
plus on est nombreux dessus, plus ça sera difficile de faire sortir des gens des villes pour les mettre à la campagne. Donc on a aussi un sujet à ce niveau-là, sur lequel je n'ai pas de solution triviale à proposer tout de suite. Par contre, j'ai un sujet évident à mettre sur la table, c'est qu'il faut en discuter. Aujourd'hui, ça fait quand même partie des sujets qui sont dans les grands angles morts des débats. Une des raisons, soit dit en passant, pour lesquelles c'est probablement dans les angles morts des débats, c'est qu'on se dit, il n'y a pas de raison que la civilisation urbaine ne dure pas. C'est un sujet qui vient très fortement des économistes, cette histoire. Comme les économistes pensent que le PIB va augmenter pour l'éternité et que par ailleurs, plus on est nombreux et plus ça permet au PIB d'augmenter, et qu'une fois que le PIB a augmenté, on a tous à manger et tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison d'empêcher la population d'augmenter, tout ça est très bon. C'est un raisonnement que le physicien ou que l'agronome ou que n'importe quel ingénieur du monde fini pourra trouver un peu curieux, mais en attendant, c'est un raisonnement qui est très très souvent tenu par les économistes, et comme c'est eux qui tiennent le haut du pavé en ce qui concerne la façon de voir l'avenir, eh bien, on a ainsi un petit sujet sur cette démographie qui est considérée comme étant un non-sujet, pardon pour la répétition, alors que personnellement, je pense que c'en est un. Alors, maintenant, petite question complémentaire sur la collapsologie. Est-ce qu'un effondrement brutal est probable? Alors, la réponse, c'est que je n'en sais rien. Ce qui est en train de se passer en ce moment, il faut le voir comme un exercice de tectonique des plaques. La tectonique des plaques, c'est vous mettez le système en tension, et puis, de temps en temps, il fait des craquements. Alors, la tectonique des plaques peut s'appliquer de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un seul tremblement de terre qui vous fiche totalement par terre. Par exemple, les Californiens redoutent Big One, celui qui fera craquer, je ne sais plus trop quelle faille, là, de Sant Andreas, et qui risque de mettre la ville totalement sans dessus-dessous en une seule fois. Et puis, il y a des tremblements de terre qui peuvent arriver de manière régulière, et à ce moment, ils ne sont pas trop violents parce que l'énergie de la mise en tension se libère à intervalles réguliers. Je n'ai aucune idée de la façon dont ça va se passer en ce qui concerne la descente énergétique de notre civilisation. Il faut espérer, soit dit en passant, que ça se fasse plutôt par des soulagements périodiques de la tension, donc par des petits craquements, mais répétés, plutôt que par un gros craquement qui fera très très mal. Encore qu'il y a des qui disent une grande purge et après ça va mieux. C'était le même. Comment dire, c'était une bonne guerre nous fera du bien, quoi. Moi, je ne suis pas très pressé d'avoir une bonne guerre. Par contre, c'est évident qu'il va y avoir des craquements dans le système, et donc il faut quelque part espérer qu'ils arrivent le plus tôt possible et de la façon la plus régulière possible et la plus continue possible. Et il faut également espérer, et ça c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas du tout donné, que par-delà la communauté des initiés, quand les craquements arrivent, ils soient compris pour ce qu'ils sont. Si j'en juge par ce que je vois, par exemple, encore aujourd'hui sur la compréhension de la grande crise qu'il y a eu en 2008, très très peu de gens autour de moi attribuent cette crise au problème qu'il y a eu sur le pétrole à partir de 2005. Très très peu. Donc tant que l'attribution des causes n'est pas comprise, ça c'est également un vrai problème, à ce moment la cause ne peut pas être traitée. Puisqu'on pense que le problème vient d'ailleurs. Donc tant qu'on pense que la seule raison de la crise financière de 2008, c'est que les banquiers ont fait n'importe quoi et qu'il suffit de renforcer la législation bancaire pour éviter le retour du problème, eh bien, la seule chose dont on est absolument certain, c'est que le problème reviendra, puisque le problème ne vient pas de là. Donc, comme le dit très bien un de mes associés, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de renforcer la tuyauterie, mais comme ça va recommencer à péter de toute façon, au moment où ça pètera la prochaine fois, ça fera encore plus mal. C'est exactement la manière dont il faut voir le problème. Donc l'attribution des causes est un truc très important, et c'est une des raisons pour lesquelles je continue à passer beaucoup de temps à essayer d'attirer l'attention sur le fait que les sujets énergie et climat peuvent avoir des conséquences dans le monde économique et peuvent avoir des conséquences dans le monde physique dès maintenant. C'est parce que j'espère contribuer à une meilleure compréhension de l'attribution des causes, sans laquelle, encore une fois, on tire au jugé en ce qui concerne les solutions, et ça peut faire très très mal de tirer au jugé, ça peut très fortement aggraver le problème plutôt que de contribuer à le soulager.
Démographie, eh bien, j'en ai parlé tout à l'heure. Ah, tiens, une petite question complémentaire. Est-ce qu'on a une idée assez précise du niveau de vie par habitant maximum qu'un monde renouvelable peut supporter pour 7 milliards d'individus? Eh bien, la réponse, j'en sais rien. Quand le monde était totalement renouvelable, il comportait plutôt 500 millions d'individus. Donc, un monde totalement renouvelable peut arriver avec 7 milliards d'individus, je ne sais pas complètement sûr. On a eu un exposé, par exemple, d'un chercheur aux ateliers du Shift il n'y a pas très longtemps, Pedros Chatsimpiros. Donc, allez voir dans les vidéos en basse résolution, évidemment. J'espère que le reste que vous m'avez mis en basse résolution, voir que vous m'avez complètement supprimé de vos écrans, puisque ma trombine ne sert à rien dans cette histoire. Donc, il a expliqué que dans un monde dans lequel il n'y aurait plus d'énergie fossile, l'agriculture serait à peine capable de nourrir les hommes, et pas avec autant d'animaux qu'aujourd'hui, et qu'elle ne pourrait pas amener un surplus d'énergie significatif à la société. Donc, c'est pas sûr qu'on puisse avoir 7 milliards d'habitants avec pas d'énergie fossile du tout. Voilà. Ce qui, soit dit en passant, nous amènera tout à l'heure à mon sujet favori, enfin, ou au sujet favori de M. Guillaume Erner, à savoir le nucléaire. Et la raison pour laquelle je vois ça justement comme un parachute ventral, c'est-à-dire le fait que de ne pas en faire alourdira encore le fardeau par rapport au fait d'en faire, dans les limites de ce qu'on arrivera à faire, parce qu'on n'arrivera pas à tout faire, dans le monde qui se prépare. Et je répondrai à toutes les questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait plein, et c'est des questions intéressantes sur est-ce qu'un système nucléaire survit dans un monde chaotique, parce que évidemment c'est une question intéressante. Alors, maintenant, nous allons parler du prix du pétrole. Je vois qu'il y a un certain nombre de gens qui me disent comment se fait-il qu'il y ait une pénurie sur le prix du pétrole, puisque le prix du pétrole n'augmente pas, et si je vais à la pompe, j'ai du pétrole. Alors, je vais commencer par faire un tout petit aveu d'humilité. Je n'ai moi-même pas compris tout encore dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de faits que je vais exposer maintenant. J'ai compris qu'ils étaient là. Je comprends le raisonnement dans son ensemble. Il vaut mieux puisque je vais vous l'exposer. Par contre, je n'ai pas encore analysé en détail tous les ressorts économiques qui font que ça se passe comme ça. Et c'est un des sujets que j'aimerais beaucoup voir traité dans le monde économique, c'est justement la réponse à cette question, qui est comment expliquer comment s'applique économiquement, plus exactement, une restriction sur le pétrole. Donc, je vais vous expliquer dans les grandes lignes, mais je pense que ça mériterait des travaux économiques complémentaires de la part d'économistes qui voudraient bien s'intéresser à ce sujet pas complètement inintéressant. Lorsque j'ai discuté avec l'illustre Dennis Meadows il y a quelques années, quand il était venu en France pour l'édition française de The 30-Year Update de Limits to Growth, dont j'avais rédigé la préface à l'époque, qui est toujours disponible en ligne sur mon site, soit dit en passant, on avait parlé exactement de ce sujet. Et Dennis Meadows m'avait dit à l'époque, ce qui fait la rareté, ce qui matérialise la rareté d'une ressource dans le modèle World 3, ça n'est pas du tout que son prix s'envole, du reste il n'y avait pas de prix dans le modèle, c'est le fait que le capital qu'on doit allouer à l'extraction additionnelle de cette ressource augmente indéfiniment. C'est comme ça que se matérialise la rareté. Dit autrement, la manière dont se matérialise la rareté, la rareté croissante sur la disponibilité du pétrole se matérialise par deux paramètres qui n'ont rien à voir avec le prix. Le premier, c'est que les investissements qu'il faut consentir, c'est-à-dire la quantité de fer, la quantité de gens qu'il faut faire travailler, la quantité de béton, etc., qu'il faut consentir pour extraire un baril jour supplémentaire augmente de façon indéfinie. Et une des manières dont ça se matérialise aujourd'hui, c'est que les investissements qu'il faut consentir pour extraire un baril par jour dans ce qu'on appelle le pétrole de schiste, le shale oil, qui en français s'appelle normalement le pétrole de roche-mère, tout ça c'est les mêmes appellations, c'est la même chose. Eh bien, les investissements qu'il faut consentir de ce secteur-là sont très supérieurs aux investissements qu'il faut consentir dans le pétrole dit traditionnel, c'est-à-dire le pétrole à terre ou le pétrole offshore même. C'est à cause de ça, soit dit en passant, que les exploitants de pétrole de schiste ne gagnent pas d'argent.
parce qu'ils vendent le baril au même prix que tout le monde, parce qu'il y a un prix mondial pour le baril. Par contre, ils ont besoin de mettre beaucoup plus d'investissements sur la table pour y arriver. Et donc, et en plus, ces investissements, ils ont eu besoin de les faire avec de l'argent qu'on leur a prêté avec des taux d'intérêt assez élevés. Et donc, quand on met bout à bout le fait qu'ils doivent payer ces investissements et en plus payer les investisseurs avec des taux d'intérêt assez élevés, eh ben, ils n'y arrivent pas et ils perdent de l'argent sur le pétrole qu'ils vendent. Donc, le Shell Oil est une entreprise de vente à perte depuis le début parce que les besoins en capital sont beaucoup plus élevés pour extraire un baril par jour. Dans les sables bitumineux, les besoins en capital sont aussi beaucoup plus élevés. Je ne connais pas l'équation économique de ces gens-là, soit dit en passant, je n'ai jamais regardé en détail. Ce que je sais, c'est que le patron d'un groupe pétrolier m'avait dit qu'en dessous de 80 ou 100 dollars le baril, on perdait de l'argent dans ces univers-là. Alors, une fois que les investissements sont payés, probablement pas. Je ne sais pas quelle est l'équation des gens qui sont dedans aujourd'hui. Mais par contre, pour des nouveaux projets, c'est sûr que non. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles Total a remis sur étagère ces projets dans le domaine, c'est entre autres parce que de toute façon, ils n'auraient pas gagné d'argent dans le secteur. À 50 dollars le baril. Donc ça, c'est la première chose à surveiller, c'est ça. Et la deuxième chose à surveiller, c'est que le rendement intrinsèque de cette extraction diminue. Le fameux EROI, Energy Return on Energy Invested. Dit autrement, on a besoin de dépenser de plus en plus de joules pour faire sortir des joules de la croûte terrestre. C'est ça le deuxième indicateur de la rareté progressive. Et à ce jeu-là, le shale oil et les sables bitumineux sont également emblématiques de la difficulté croissante à se procurer du pétrole, puisque dans un cas comme dans l'autre, il faut en gros consacrer un quart de l'énergie extraite au processus d'extraction de l'énergie, alors que dans les grands gisements à terre avec lesquels on a démarré, j'ai envie de dire, l'ère reine du pétrole, on était plutôt aux alentours de 1%. Dit autrement, il fallait consacrer 1% de l'énergie extraite à l'extraction de cette énergie. Donc, les deux indicateurs de la rareté progressive du pétrole, et quand on les regarde, ils sont bien en train de s'appliquer. C'est d'une part l'augmentation des besoins en capital pour extraire un débit donné, et d'autre part la baisse du rendement énergétique intrinsèque de cette extraction. Ni l'un ni l'autre n'ont quoi que ce soit à voir avec le prix de marché, qui résulte d'un équilibre du moment entre la quantité de pétrole qu'on a à offrir et la quantité de pétrole que les gens souhaitent consommer ou ont besoin de consommer. Enfin, j'aime pas tellement le ont besoin, je préfère le souhaite, parce que l'essentiel de notre consommation, c'est pas des besoins, c'est des désirs solvables. Personnellement, je n'ai pas besoin du RER pour aller à Paris. J'habite à 20 km de Paris et donc s'il n'y a plus de RER, je me laisse 3 heures plus tôt le matin et j'y vais à pied. Voilà, donc je peux encore aller à Paris. Je n'ai pas besoin, entre guillemets, du RER. Par contre, c'est un désir solvable. J'ai les moyens de me le payer et je trouve ça très bien. Donc, pour en revenir au pétrole, il n'y a pas le prix dans les indicateurs de rareté. Et du reste, quand vous regardez historiquement comment a évolué le prix du pétrole en fonction de la quantité qu'on pouvait acheter sur le marché, on ne voit rien qui ressemble à une élasticité prix-volume. Dit autrement, il n'y a aucune règle qui dit s'il y en a de moins en moins, c'est de plus en plus cher, et s'il y en a de plus en plus, c'est de moins en moins cher. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Il peut y avoir des chocs transitoires, évidemment. C'est-à-dire si à un moment, il y en avait toujours la même quantité, et puis tout d'un coup, paf, il y en a moins, à ce moment, le prix monte, mais c'est transitoire. Derrière, il peut se passer n'importe quoi. Alors, en fait, la raison à cela est la suivante, c'est que le pétrole est un facteur limitant de l'économie planétaire, parce que le pétrole permet d'alimenter les transports. Si vous avez moins de pétrole, vous avez moins de transports physiquement disponibles. Donc, la question est comment est-ce que économiquement le système se comporte? Et c'est ça la question à laquelle je n'ai pas la réponse pour le moment, de façon fine. Donc, c'est ça dont je disais, ça serait intéressant de mettre des économistes là-dessus pour qu'ils nous donnent la réponse. Par contre, ce que je sais, c'est que si les transports consomment ce qu'ils consomment, si vous avez tout d'un coup moins de pétrole, vous aurez moins de transport. Ça, c'est physique, c'est inexorable. Et comme on est dans ce monde de grandes industries taylorisées qui communiquent, enfin de ces grandes industries spécialisées qui communiquent les unes avec les autres, et de bassins de consommation qui eux-mêmes sont desservis par les transports, à partir du moment où vous avez moins de transports disponibles, eh bien, le système productif se contracte, il est plus capable d'assurer de bout en bout la production et la livraison, et donc le PIB baisse. À partir du moment où le PIB baisse, comme par la magie de la comptabilité nationale, le PIB, c'est la somme des revenus, c'est la somme de la production, mais c'est aussi la somme des revenus. Si on produit moins, on a moins de revenus.
Si on a moins de revenus, à ce moment, les gens ont moins de quoi s'acheter de tout, y compris du pétrole, mais aussi, y compris des voitures. Donc, il y a un certain nombre de gens, quand le PIB baisse, qui ne vont plus rouler en voiture parce qu'ils n'ont plus les moyens d'assurer leur voiture, parce qu'ils n'ont plus les moyens d'en acheter une alors que la voiture tombe en panne, parce que Dieu, je ne sais pas quoi, parce qu'ils déménagent pour aller se mettre dans un endroit où ils n'ont pas besoin de voiture, enfin bref. Et donc, à partir du moment où ils la font moins rouler, et donc à partir du moment où la demande va baisser, parce que les gens ont moins d'argent, eh bien, vous retombez sur un nouveau prix d'équilibre. Et ceux qui ont encore les moyens de rouler en voiture, et qui sont donc ceux qui vont poser la question en disant quand je vais à la pompe, j'ai toujours de quoi m'en acheter. Oui, ceux-là ont toujours les moyens, parce que le pétrole a trouvé un nouveau prix d'équilibre qui n'est pas nécessairement beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas que celui qu'il avait avant. Donc ceux qui ont toujours les moyens de rouler en voiture constatent qu'après une période de choc, le prix du pétrole et le prix de l'essence à la pompe, il est toujours abordable. Mais en fait, c'est oublié que dans cette affaire, il y a une partie de la population qui, elle, a un problème croissant avec le prix du carburant. Et si elle continue à s'approvisionner en carburant, alors elle est obligée de se restreindre sur autre chose. C'est notamment la revendication des Gilets jaunes au moment où ils sont descendus dans la rue. Donc, ils avaient des besoins de transport obligatoires en milieu rural. Et à ce moment, ils sont obligés de se restreindre sur autre chose et ils ne trouvent pas ça drôle. Donc la raison pour laquelle on ne voit pas le prix à la pompe exploser indéfiniment, c'est tout simplement parce que comme le pétrole est un facteur limitant de l'économie, à partir du moment où une ressource est physiquement un facteur limitant de l'économie, si vous en avez moins, vous ne gardez pas une demande identique et donc un prix qui augmente indéfiniment, vous cassez la demande parce que vous cassez le PIB et à ce moment, vous avez les prix qui se réajustent d'une autre manière. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair, mais c'est pour faire comprendre que vous ne pouvez pas bouger simplement l'offre avec une demande qui reste constante, finalement j'aurais pu le dire comme ça, et à ce moment, effectivement, vous avez quelque chose qui ressemble à une élasticité qui s'applique, et vous voyez votre prix augmenter indéfiniment. Alors pour finir sur l'histoire du prix, il y a quelques années, j'avais théorisé de manière un peu simple, et j'en ai parlé à un économiste qui s'appelle Ivar Ekland, qui fait partie du comité des experts du Shift et qui est par ailleurs un des fondateurs de Dauphine, qui est un mathématicien. Et je lui avais expliqué pourquoi, à mon sens, dans un univers contraint, le prix du pétrole devrait devenir ni durablement haut ni durablement bas, mais durablement oscillant. Et alors, le mécanisme que j'avais en tête est le suivant. Alors, comme c'est un cycle, je peux le prendre de n'importe où. Vous avez une offre de pétrole qui est ce qu'elle est. Comme le pétrole à ce moment-là, alors imaginons que le pétrole à ce moment-là ne vaut pas très cher. Du coup, les gens ont envie d'en consommer plus parce que ça procure plus de transport, donc plus de liberté. Donc, on cherche à en consommer plus. Mais comme par ailleurs, le prix du pétrole n'est pas très élevé, les producteurs de pétrole n'ont pas envie de développer de nouveaux projets pour trouver du pétrole parce qu'ils se disent que ça a toutes les chances de ne pas être rentable. Donc, ils n'investissent pas. Comme les champs en exploitation baissent, ils ont une déplétion naturelle qui est de l'ordre, paraît-il, dit l'AIE aujourd'hui, de 9% par an, ce qui est absolument considérable. Enfin, même si c'est 6, ça ne change pas tellement ce que je vais expliquer. À ce moment, sans investissement significatif, l'offre de pétrole a tendance à se tasser un peu, ou elle augmente moins vite que ce qu'elle pourrait augmenter, enfin peu importe, alors que la demande, elle, a envie d'augmenter parce que les gens se sont habitués à un pétrole pas cher. À ce moment vient un moment où vous avez un choc de prix parce qu'il n'y a plus assez de pétrole pour satisfaire la demande. À ce moment, le prix explose. Et à ce moment, le consommateur va faire l'inverse. Il va se mettre, lui, à se restreindre parce qu'il trouve que c'est trop cher. Sans compter que s'il n'y a plus assez de pétrole, à ce moment, ça casse le PIB, ce qui fait une deuxième raison pour que le consommateur se restreigne. Alors que dans le même temps, le producteur se dit miam bon, puisque le prix explose, là, je vais commencer à investir dans des nouveaux projets pour offrir du pétrole en plus. Et à ce moment, vous avez donc le prix du pétrole a fortement augmenté, mais les consommateurs se sont restreints. Le prix du pétrole ayant augmenté, un pétrole supplémentaire arrive sur le marché puisque les producteurs ont investi, alors même que le consommateur, lui, il a envie de moins de pétrole. Et à ce moment, juste derrière, vous allez avoir un contre-choc, c'est-à-dire que le prix va se mettre à faire exactement l'inverse de ce que je viens d'évoquer. Et à ce moment, on est reparti pour un tour, prix bas, sous-investissement, mais demande de consommation supplémentaire, etc. Donc, dans un monde où le pétrole est contraint et où il ne suffit pas d'investir $1 pour faire jaillir des milliards de barils, comme c'était le cas au début du pétrole, mais c'est comme c'est le cas maintenant, c'est-à-dire avec des investissements chers qui sont nécessaires et un prix du pétrole élevé qui est nécessaire pour faire sortir du pétrole, eh bien, le prix du pétrole, il rentre dans un système oscillant
où les investissements et le comportement du consommateur évoluent de manière contracyclique, et vous êtes obligé d'avoir un prix du pétrole qui va osciller en étant ni durablement haut, ni durablement bas. C'est une des raisons qui explique pourquoi, quand personnellement on me demande de m'exprimer sur ce que sera le prix futur du pétrole, je fais très exactement la réponse que je viens de faire. Je dis que je ne crois pas une seconde au fait qu'il va monter à 100, puis 200, puis 300, puis 400, puis 500 dollars le baril. Par contre, ce que je crois, c'est que s'il est contraint, il va se mettre à osciller. Par contre, ce que je crois aussi, pour en venir à la première partie de cette explication, c'est que si le pétrole devient de plus en plus contraint, le PIB va baisser. De moins en moins de pétrole, ça va faire baisser le PIB. Donc le prix nominal du baril ne va pas changer. Par contre, le pouvoir d'achat du consommateur va baisser. Et donc, le prix qui va vraiment augmenter indéfiniment, et celui-là, il va vraiment augmenter indéfiniment, c'est le prix rapporté au pouvoir d'achat, dit autrement, le temps qu'il faut travailler, le nombre de minutes de travail qu'il faut consacrer au fait de se payer un litre d'essence. Alors, ce temps-là a considérablement baissé depuis le début de l'ère du pétrole, et c'est celui-là qui va se remettre à augmenter de manière significative quand le pétrole commencera vraiment à devenir contraint. Alors, maintenant, nous allons passer à… Oui, il y avait une question sur l'essence avec le charbon. C'est comme ça que Hitler a fait voler ses avions et avancer ses chars. Donc, c'est tout à fait possible. C'est capitalistique et on perd la moitié de l'énergie en cours de route. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Question intéressante. Dans une société low-tech, quelle place pour l'armée ? Alors, l'armée est quelque chose qui, malheureusement, a toujours été, comment dire, une organisation humaine qui a été présente à partir du moment où les hommes se sont considérés comme étant suffisamment nombreux pour être en compétition les uns avec les autres. Donc, vous avez des tas d'animaux dans la nature qui se livrent des combats de mâles pour séduire les femelles. En général, ils ne zigouillent pas, à quelques exceptions près. Les hommes, alors c'est pas pour les femelles en l'occurrence, qui se battent, encore que ça leur arrive, mais c'est pour l'espace vital, et à ce moment, ils sont parfaitement capables de se zigouiller les uns les autres. Malheureusement, on en a eu de nombreux exemples. Alors, les low-tech n'empêchent pas du tout d'avoir des armées. Du reste, les Hutus et les Tutsis se sont massacrés de manière parfaitement low-tech, avec des machettes. Donc, le fait qu'on ait une société low-tech ne supprime pas l'armée, ne supprime pas le fait qu'on ait envie de se mettre dessus. Par contre, ça supprime à l'évidence, quand on a peu d'énergie, vous vous rappelez, hein, De Gaulle qui préconisait l'armée mécanisée, donc préconiser l'armée mécanisée, pour De Gaulle, en fait, c'est préconiser le recours aux esclaves énergétiques. C'est très exactement ça. Donc, une armée avec moins d'esclaves énergétiques, eh ben, c'est une armée dans laquelle on reviendra à la baïonnette et à la lance. Je ne sais pas si ça sera très, très agréable pour les gens qui auront à se battre, mais enfin, c'est à peu près aussi simple que ça. Dans un premier temps, il est absolument évident qu'il va y avoir une compétition pour les ressources restantes qui mobilisera les armées mécanisées existantes, et c'est du reste un vrai risque pour la paix dans le monde, puisque à mesure qu'on comprendra qu'on a des problèmes de court terme, qu'on n'a pas été capable d'anticiper sur la dépendance aux énergies fossiles, la tentation d'aller se servir chez ceux qui en ont sera évidemment croissante, surtout si ceux qui en ont n'ont pas des très grosses armées, et que ceux qui en ont besoin ont, eux, des armées beaucoup plus conséquentes. Alors, maintenant, le petit couplet nucléaire. Deux questions qui me paraissent intéressantes. Une première, c'est sur les ressources en uranium et qui, du reste, est très, très liée à la question d'Astrid. Vous avez actuellement dans le monde un nucléaire qui représente entre 10 et 15%, 12 je crois, 11, je ne sais plus, enfin dans ces eaux-là, de la production électrique. Ce nucléaire-là consomme aujourd'hui 70 000 tonnes d'uranium par an. Les réserves connues d'uranium représentent aujourd'hui, au prix auquel on accède à l'uranium, enfin au prix auquel on vend l'uranium sur le marché, 5 millions de tonnes, je vous l'arrondis à 7, allez. Donc on a un siècle pour un parc qui aujourd'hui représente 11% de la production électrique mondiale. Ça veut dire que si le parc devait ne serait-ce que représenter non pas 11, mais 50% de la production électrique mondiale, c'est-à-dire que je vire tout le charbon pour le remplacer par du nucléaire, 40% de la production électrique mondiale, avec les réserves connues, on tient 20 ans.
Je rajoute les réserves additionnelles, ça veut dire que je triple les réserves connues, qui étaient de 5 millions de tonnes, je les passe à 15 millions, voire à 20 millions. Vous voyez que, allez, on tient pas 20 ans, on tient 50 ans, on tient 60, on tient 70, bon bref, on n'est pas du tout dans les bons ordres de grandeur pour que le nucléaire puisse contribuer durablement à un approvisionnement énergétique qui aurait, ou un approvisionnement électrique pour être plus précis, qui aurait ne serait-ce que remplacé les centrales à charbon existantes, sans parler de l'électrification en plus des transports, et de ceci et de cela. Alors, je rassure les amoureux des énergies renouvelables, on y arrivera encore moins avec les ENR. Hein. Mais il est évident que, d'où tout le premier couplet sur cette intervention, qui est de toute façon, on n'échappera pas à la mise au régime, et la question c'est est-ce qu'on va savoir gérer ça de manière organisée, pas trop douloureuse, sympathique, etc. Et la notion de parachute ventral. Mais donc si j'en reviens à ma question des réserves, il est évident qu'un nucléaire qui se limite à la fission de l'uranium-235 ne représente pas une marge de manœuvre massive en ce qui concerne sa contribution à la décarbonation. Incidemment, des centrales nucléaires qui se rajoutent aux centrales à charbon existantes ne m'intéressent pas plus. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nucléaire qui tue le charbon. Le reste, je m'en fiche. Ou qui tue le gaz. Mais voilà, mais c'est les deux nucléaires qui m'intéressent. Le nucléaire qui vient se rajouter en plus du charbon et du gaz existant m'intéresse beaucoup moins. Donc le nucléaire à base de fission d'uranium-235 n'est pas une marge de manœuvre qui permet de, entre guillemets, décarboner l'électricité mondiale au niveau auquel on la consomme actuellement, et même si on n'en consomme que la moitié pendant des siècles. Ce qui veut dire que le nucléaire qui est vraiment durable, c'est le nucléaire dit de 4e génération qui permet d'exploiter la fission de l'uranium-238, mais ce qui demande 2 neutrons au lieu d'1. Donc en fait, le premier neutron va vous transformer l'uranium-238 en plutonium-239, qui lui est fissile, et ce plutonium-239 peut fissionner comme de l'uranium-235 en produisant des quantités d'énergie considérables. Pour ceux qui n'ont jamais entendu, je fais une petite parenthèse. Vous avez la même quantité d'énergie libérée par la fission d'un gramme de matière que par la combustion d'une tonne de pétrole. Donc fissionner un gramme d'uranium, ça libère autant d'énergie qu'une tonne de pétrole. Ça explique pourquoi la fission nucléaire est une énergie qui permet, enfin est un mode de production électrique qui permet de fournir de très grandes quantités d'électricité avec de toutes petites quantités de matière, contrairement à la combustion. Et ça explique pourquoi le bilan carbone du nucléaire est par construction un bilan carbone faible. Parce que même si vous avez besoin de diesel pour l'extraction minière, pour les transports intermédiaires, pour la construction de la centrale, pour le traitement des déchets, etc., ça porte sur des toutes petites quantités de matière qu'il faut manipuler. Et donc, ramener au kilowattheure produit ce facteur de 1 à 1 million derrière, entre l'énergie chimique et l'énergie nucléaire, vous écrase totalement les émissions de CO2 par kilowattheure. C'est la raison pour laquelle le nucléaire est une énergie à très faible contenu en carbone par kilowattheure. Ça répond, soit dit en passant, aussi à la question sur le pétrole. Oui, le nucléaire aujourd'hui a besoin du pétrole. Il a besoin du pétrole pour les engins de mine. Il a besoin du pétrole pour les transports. Il a besoin du pétrole ou du charbon pour faire le ciment, pour construire la centrale. Mais tout ça reste des petites quantités d'hydrocarbures rapportées à la quantité de nucléaire, d'énergie produite. Donc, on pourrait très bien imaginer que tout ça marche avec des biocarburants et du charbon de bois pour faire l'acier de la centrale. Ça passerait encore si les seuls besoins en carburant liquide sur Terre et en charbon de bois sur Terre étaient pour faire le béton, l'acier de la centrale et pour faire l'extraction minière de l'uranium, ça passe encore. Voilà, c'est pas un problème. Par contre, c'est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas fait de cette manière, et donc il y a une dépendance au pétrole, c'est tout à fait exact. Si j'en reviens donc à ma question du nucléaire de 4e génération, il est nécessaire pour avoir un nucléaire durable. Alors qu'est-ce que j'appelle un nucléaire durable? C'est un nucléaire qui fait que l'humanité ne mourra pas d'un problème lié à la disponibilité de l'uranium pour faire de l'électricité à la place du charbon. Voilà, alors on est bien parti pour mourir de tout un tas d'autres trucs. Ce que je suis en train d'évoquer ne règle pas le problème de l'érosion des sols, de l'effondrement de la biodiversité. Soit dit en passant, pour la biodiversité, le nucléaire est quelque chose de beaucoup plus sympathique que les énergies renouvelables diffuses, qui demandent des occupations de surface beaucoup plus importantes, des extractions minières beaucoup plus importantes. Le nucléaire demande des surfaces beaucoup plus faibles, et en plus, si je suis un peu cynique,
quand une centrale éloigne rapidement les humains, ça crée une réserve de biodiversité dont la nature n'osait rêver. Voilà, c'est un peu violent comme méthode de création d'un espace naturel. Cela étant, ça marche très bien. Les énergies renouvelables, type les barrages, ont conduit à l'évacuation de beaucoup plus de gens et ont inondé beaucoup plus d'écosystèmes. Donc le nucléaire, c'est pas mal pour la biodiversité. C'est plutôt une énergie assez sympathique de ce point de vue. Par contre, comme je le disais, nucléariser l'électricité au charbon aujourd'hui ne résout pas tous nos problèmes, loin s'en faut. Hein. Donc je suis en train de parler de quelque chose qui est intéressant à faire, mais très loin d'être la totalité de la, entre guillemets, solution. Donc pour que ce soit durable, c'est-à-dire qu'on meurt d'autre chose, eh bien, il faut qu'on passe rapidement au nucléaire de 4e génération, permettant de, en gros, multiplier par 200 l'horizon de temps des ressources, et auquel cas, enfin par 200 si on n'exploite que l'uranium, et par 500 si on exploite en plus le thorium, et donc là, l'humanité est morte d'autre chose avant d'être morte d'un problème de pénurie d'uranium pour faire tourner des centrales. Qu'est-ce que ça veut dire de passer au nucléaire de 4e génération ? Ça veut dire essentiellement être capable de faire fonctionner ce qu'on appelle des surgénérateurs, c'est-à-dire des réacteurs dans lesquels la réaction de fission initialement déclenchée par de l'uranium-235, parce qu'on en a besoin comme allumette pour allumer la réaction, derrière crée en continu de la création de combustible additionnel, en pratique l'uranium-238 qui est mélangé à l'uranium-235 et qui en constitue même 99% à l'état naturel, enfin 99,5%, et qui en capturant des neutrons se transforme en combustible fissile qui derrière fissionne. Donc vous rajoutez de l'uranium-238 au fur et à mesure dans la soupe et la soupe continue de chauffer. Ces réacteurs-là, la France sait en faire un dessin, on va dire, une façon de faire, qui est Phénix et Superphénix. Donc la France a fait fonctionner pendant 30 ans, sans problème, un réacteur de recherche qui s'appelle Phénix, dont la puissance électrique était de 200 MW, donc c'est pas mal, hein, c'est 1/7 de la puissance d'un EPR, c'est un quart de la puissance des plus petits réacteurs électrogènes en fonctionnement actuellement dans le parc français, donc c'est pas du tout ridicule. Et ce réacteur a fonctionné, très bien fonctionné, ça marche, il n'y a pas de problème. C'est un réacteur qui utilise le sodium fondu comme caloporteur. Alors qu'il y a des inconvénients, le sodium il brûle, mais il a un avantage, c'est que le sodium ne s'active pas, c'est-à-dire que quand il n'y a pas moyen de le transformer en truc radioactif très enquiquinant quand il capture des neutrons qui s'échappent de la réaction de fission. Il n'y a pas de sous-produit indésirable à longue durée de vie, radioactif, etc., qui est lié à ça. Donc ça a très bien marché et c'est en train de finir. Alors ça a été arrêté pour raisons politiques, comme Superphénix. À chaque fois, c'est la gauche au pouvoir qui a dit allez, on va s'acheter les voix des antinucléaires et donc on va sacrifier un totem. Donc comme Fessenheim, voilà, à chaque fois c'est le même principe. Pas plus réfléchi que ça. Mais ça marche très bien. Les Chinois sont en train de se lancer à fond là-dedans, les Russes sont en train de se lancer à fond là-dedans. Donc du nucléaire de 4e génération, il y en aura sur Terre, c'est absolument certain. Du nucléaire tout court, du reste, tant que l'humanité n'a pas disparu et qu'il reste un semblant de civilisation industrielle, il en restera sur Terre aussi, parce que les Chinois se préoccupent assez peu de nos états d'âme. Sur quoi ils ont bien raison. Quelque part, moi je me dis qu'ils ont tout intérêt à financer chez nous le mouvement anti-nucléaire, parce que le jour où on se rendra compte qu'on ne peut pas faire sans, parce que les éoliennes ne permettent pas à l'hôpital de fonctionner les jours sans vent et on trouvera ça insupportable, et ne permettent pas au supermarché d'être ouvert les jours sans vent et on trouvera ça insupportable, à ce moment les Chinois nous diront « Voulez-vous de nos centrales ?» et nous dirons « Oui ». Donc je pense que, en tout cas si j'étais à leur place, je financerais grassement le mouvement anti-nucléaire français en conjonction avec les gaziers. Donc pour en revenir, enfin je ne dis pas que les gaziers les financent, je dis qu'ils auraient intérêt à le faire. Donc en conjonction avec la partie en conjonction, pardon, avec ce que je dis juste avant, donc le nucléaire de 4e génération est absolument indispensable. Alors la France avait un programme de recherche qui s'appelle Astrid, qui n'est pas très loin d'être une réédition de Phénix, Superphénix, qui avait, soit dit en passant, un autre intérêt, c'est que ça minimise la quantité de déchets qui sort du réacteur, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les actinides mineurs, c'est-à-dire les éléments plus lourds que l'uranium, les transuraniens, ont la particularité de former une partie des déchets nucléaires, notamment le plutonium,
qui aujourd'hui contribuent à la longévité des déchets et également à leur activité, à la quantité de radioactivité qu'ils vont libérer ensuite. Une partie de ces éléments dans les réacteurs surgénérateurs sont incinérés, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes fissionner, absorber des neutrons puis fissionner en libérant de l'énergie et du coup en disparaissant, puisque la fission fait disparaître le noyau initial. Donc c'est un programme évidemment intéressant. Alors comment interpréter la décision de Macron dans cette affaire d'arrêter le programme Astrid du CEA? Je souscris malheureusement à une tribune au vitriol qui a été écrite dans la revue Progressiste par l'ancien haut-commissaire à l'énergie atomique qui s'appelle Yves Bréchet, et dont le titre est de mémoire « L'arrêt d'Astrid, un cas d'école de disparition de l'État stratège ». Je crois que c'est très exactement ça le titre de la tribune, que je vous invite à lire parce qu'elle est malheureusement, comment dire, c'est triste qu'il ait eu besoin de l'écrire, mais par contre elle est extrêmement bien tournée, très bien argumentée, extrêmement incisive et caustique, beaucoup d'humour, et ça dit très exactement que l'État vient de faire l'exact inverse de ce qu'il fallait faire. Alors certes, on pourrait objecter qu'aujourd'hui, dans le climat actuel de défiance du nucléaire qui s'empare de manière croissante du pays, peut-être que l'État n'avait pas les moyens de sa politique. Alors il y avait une solution qui permettait de maintenir ce programme en faisant une sortie par le haut. Cette solution, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué, qui est un programme fast-track sur la 4e génération. Alors, ce programme Fast Track, je l'imagine comme suit, évidemment très, très perfectible, mais c'est quelque chose qui me paraissait pas complètement stupide. Il est initié par la France, qui, pour les raisons qui vont suivre, est le seul pays européen qui est capable aujourd'hui de prendre cette initiative. Parce qu'il faut avoir un certain poids économique, il faut avoir une industrie nucléaire chez soi, il faut avoir une recherche nucléaire chez soi extrêmement significative. Donc la France donne le top départ. La France dit, alors je vous dirai après ce que la France propose, mais cette proposition, elle commence par la faire à la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, vous avez aujourd'hui une union sacrée, tout parti confondu, sur la question du changement climatique. Et par ailleurs, vous avez une approche extrêmement pragmatique sur les sources décarbonées. Donc en gros, les grands Bretons disent, nous on prend tout, on compare, on regarde ce qui est le plus intéressant, on fait de ceci, on fait de cela, donc on va faire du nucléaire, on va faire de l'éolien offshore, et là, le but c'est de se séparer du charbon et du gaz. Et le charbon, ils sont en train d'y arriver. Donc, on va voir la Grande-Bretagne. Ils ont une coopération industrielle avec nous sur le nucléaire actuel. C'est bien le bout du monde s'ils ne sont pas d'accord pour faire quelque chose sur le nucléaire de 4e génération. Une fois que la Grande-Bretagne vous a dit oui, vous allez voir les Finlandais. Alors, les Finlandais, comme vous le savez, ont construit un premier réacteur avec les Français. Ils aiment beaucoup le nucléaire, ils aiment moins les Français, donc ils vont en faire un deuxième avec Rosatom, c'est-à-dire les Russes. Et on dit aux Finlandais, ils sont des gens très pragmatiques aussi, est-ce que vous ne voulez pas monter dans cette barque? Après, on va voir les Suédois, une fois que les Finlandais ont dit oui, et vraisemblablement que les Suédois vont ouvrir une oreille intéressée, surtout si les Anglais ont dit oui, parce qu'ils sont très proches des Anglais. Ensuite, vous allez voir les Bataves, c'est-à-dire les Hollandais, qui aujourd'hui sont en train de changer d'avis sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a eu un vote au Parlement il n'y a pas longtemps disant le nucléaire, il faut commencer à regarder. Comme vous le savez probablement, les Hollandais sont en perte. Ils étaient exportateurs de gaz depuis des décennies grâce à leur grand champ supergéant de Groningue dont ils ont arrêté l'exploitation parce que en fait, le champ est maintenant suffisamment déplété pour qu'il commence à se tasser et à créer des tremblements de terre au moment où il se tasse qui font rouspéter les habitants. Donc il y avait encore un peu de gaz à sortir, mais les Hollandais ont pris les devants en disant bon, on arrête, on arrête. Donc, il va y avoir un tout petit sujet sur leur production électrique, surtout que la mer du Nord est en déclin aussi. Ensuite, nous allons voir les Tchèques. Les Tchèques ont très envie de faire du nucléaire. Nous allons voir les Polonais, qui seront tout à fait d'accord pour se lancer dans du nucléaire de 4e génération. On complète avec les Hongrois et les Roumains, qui ont par ailleurs bien besoin de s'arrimer à l'Europe. Et enfin, on finit avec les Espagnols, qui, dans le climat actuel, et peut-être même les Italiens, qui ne sont pas infoutus de nous dire oui. Et alors, qu'est-ce qu'on propose à tous ces gens-là? On leur dit, voilà, on va faire un programme accéléré de recherche pour mettre au point des réacteurs industriels de 4e génération. Et ce qu'on vous propose est la chose suivante. Il y a actuellement 12 dessins de 4e génération. Alors, les uns imaginent qu'on va faire du graphite, les autres pas de graphite, les uns avec du gaz comme caloporteur, les autres avec de l'eau, les uns avec ceci, les autres avec cela, les uns avec du thorium, les autres sans, enfin bon, bref. Les uns font de l'hydrogène, les autres pas, enfin bref. Donc, vous avez là-dedans 12 dessins. On se met autour de la table dans les pays qui se sont réunis, donc on n'est que des Européens, on est moins d'une dizaine, et on se dit voilà, on se met d'accord sur le fait que dans les 12 dessins, on va en retenir 4 ou 5.
Dans les 4 ou 5, c'est évident qu'il y aura l'uranium, plutonium à sodium fondu, c'est-à-dire le Astrid, Phénix, Superphénix, mais pas que. Il faut évidemment qu'il y ait un réacteur à sel fondu, voire 2, c'est-à-dire un uranium, plutonium, un à thorium. Il faut qu'il y ait, enfin voilà, il faut regarder quelques dessins, mais pas beaucoup. Et on dit chacun de ces dessins, on va construire 2 prototypes, pas un, mais 2. Comme ça, on est sûr que si l'un des pays qui doit construire un prototype foire, eh bien, on n'a pas foiré le retour d'expérience sur le prototype en question. Et chaque pays participant à l'expérience, enfin au consortium, construit en maîtrise d'œuvre déléguée totale, c'est-à-dire il est totalement libre de faire ce qu'il veut, et pas comme pour ITER, une tranche de mandarine doit venir du Japon, une autre tranche de mandarine doit venir d'Espagne, etc. On ne s'en sort pas, et la vis vient d'Allemagne, et le boulon vient de je ne sais pas où, des États-Unis. Donc chaque pays construit en maîtrise d'œuvre déléguée totale sur son sol, avec la part du budget qui lui revient, un prototype d'un des dessins. Et s'il dépasse, comme il est libre de faire ce qu'il veut, c'est pour ses pieds. Donc il abonde, c'est lui qui paye le dépassement. Si on fait ça, on en a pour très exactement 15 ans avant d'avoir terminé la construction des prototypes. On en a pour 25 ans à partir de maintenant, T0, pour avoir terminé le retour d'expérience sur les prototypes. Et à la fin des retours d'expérience, on sait où sont les dessins qu'on a vraiment envie de privilégier et on se lance dans la construction de têtes de série. Voilà. Dans un programme de cette nature, dans très exactement 30 ans, vous avez de quoi commencer à prendre le relais à large échelle des réacteurs à uranium-235 qu'on a aujourd'hui. Alors je le redis, ça ne résoudra pas la totalité des problèmes mondiaux. Ça peut déjà permettre à l'Europe, commençons par balayer devant chez nous, d'avoir un nucléaire durable qui remplace durablement le charbon européen, qui de toute façon est en déplétion. Et voilà la réponse que personnellement j'aimerais faire en ce qui concerne le nucléaire de 4e génération. J'ai été proposé ce programme à 2 administrateurs généraux du CEA, l'un et l'autre, qui m'ont l'un et l'autre écouté d'une oreille intéressée et jamais rien fait. Alors il se trouve que malheureusement dans notre pays, bien évidemment, un patron d'administration ne fera rien sans pouvoir politique, et comme aujourd'hui le pouvoir politique considère que le nucléaire c'est caca, globalement, on n'en est pas encore revenu de cette affaire-là. J'ai malheureusement peu d'espoir que ce que je viens d'évoquer prenne place. Alors, vous aurez remarqué que dans cette affaire, je propose de faire le tour de l'Allemagne. C'est donc une espèce de manœuvre d'encerclement. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ferme la porte à l'Allemagne, ça veut dire qu'on se met en position de négocier avec les Allemands dans un rapport du fort au faible, où le fort, c'est nous. Parce que tant qu'on négocie un pour un, le fort, c'est eux. Donc, on n'a strictement aucune chance de leur faire entendre raison sur quoi que ce soit concernant le nucléaire. Peut-être qu'en interne, ils finiront par changer d'avis, mais sûrement pas à cause de nous. Alors que dans l'articulation que je propose, et dans ma foi, il y a une petite chance que les choses puissent aller de l'avant. Et de toute façon, si on fait ça en coopération restreinte, on n'a pas besoin d'eux. Si on a la masse critique d'argent pour faire des choses, on le fait, point. Voilà ce que j'avais envie de dire sur le nucléaire de 4e génération. Donc pour synthétiser, il est absolument indispensable, sinon on n'y arrive pas. Sur les risques, le nucléaire dans un monde qui s'effondre. Ça aussi, c'est un truc très intéressant. Alors, je vais vous donner 2 indications. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit qu'il reste un tout petit peu de pétrole et un tout petit peu de charbon pour faire juste les centrales et la chaîne amont du combustible pour que ça marche toujours. Le nucléaire est né dans un monde qui était beaucoup moins, entre guillemets, riche qu'aujourd'hui. Puisque le nucléaire est né en 1942 avec la pile de Fermi et que dans les années 50, on a développé des prototypes d'absolument tout et n'importe quoi à une époque où l'informatique n'existait pas. C'est-à-dire qu'un réacteur, ça fonctionne de manière analogique sans aucun problème. Sans aucun problème. Ce qui n'est pas le cas, soit dit en passant, du photovoltaïque et de l'éolien, qui ont besoin d'une électronique de puissance pour être capable d'alimenter un réseau sans que le réseau saute, et donc qui ne sont absolument pas capables de résister à une suppression des moyens numériques modernes. Alors que le nucléaire est capable, puisqu'il est né dans un univers dans lequel il n'y avait pas de moyens numériques modernes, le nucléaire est capable de fonctionner de manière analogique de bout en bout. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est le cas de l'Ukraine, qui est intéressant à rappeler. Vous savez que l'Ukraine est un pays qui a connu un terrible accident en 1986, qui est l'accident de Tchernobyl. Après quoi, en 1989, ils ont connu un deuxième accident qui n'était pas beaucoup plus drôle, qui est la chute du mur de Berlin et la division du PIB ukrainien par 2.
pourrez vous dire, dans ce genre de contexte, le pays est un peu secoué. Et bien, il se trouve que dans ce genre de contexte, l'Ukraine a doublé sa production électrique, sa production nucléaire, qui était celle d'avant Tchernobyl. Donc la production nucléaire ukrainienne aujourd'hui est le double d'avant Tchernobyl. Au moment où cette production a doublé, le PIB a été divisé par 2, et donc effondrement économique, effondrement des structures, la transition a quand même été quelque chose qui a secoué les structures de manière extrêmement violente, et bien à ce moment-là, l'Ukraine n'a pas eu d'accident. Alors, ce n'est pas une preuve évidemment irréfutable, on pourra toujours m'objecter qu'un cas d'espèce ne fait pas une généralité, sur quoi je suis tout à fait d'accord, mais il est quand même intéressant de noter que le moment où on aurait pu se dire que le contexte ambiant favorise le plus la survenue d'un pépin, c'est-à-dire le PIB qui s'écroule, les institutions qui sont en déshérence, eh bien, c'est pas à ce moment-là qu'on a eu un gros pépin sur une centrale, c'est dans un système très dirigé, soviétique, ou soit dit en passant, pour ceux d'entre vous qui connaissent les détails, il paraît que c'est assez bien reflété dans la série Tchernobyl, que j'ai pas regardé, soit dit en passant, mais que le fait qu'on ait délibérément demandé aux opérateurs de faire une connerie, ce qui est tout à fait vrai, est assez bien reflété dans la série. Voilà, donc l'idée qu'une forte contraction du PIB et des soubresauts forts dans la chaîne de commandement induisent nécessairement, enfin non, pas dans la chaîne de commandement, dans les institutions, induisent nécessairement et par construction un énorme pépin sur une centrale, la vie montre que c'est pas nécessairement aussi simple que ça. Encore une fois, c'est pas du tout une garantie, ce que je suis en train de dire, mais c'est juste voilà, ça invite à la réflexion sur le fait qu'il n'est pas dit que ce soit la fin du monde nécessairement. Par ailleurs, quelque chose qui est intéressant, c'est que, enfin, qui est intéressant, pardon, je ne sais pas si je dois dire intéressant, qui est à noter, c'est que si vous concevez les centrales avec quelques dispositifs qui font que le cœur peut fondre à l'intérieur sans que ça gêne ce qui se passe à l'extérieur, il faut bien voir que ce qui peut se passer de plus grave à ce moment, c'est un accident de type Three Mile Island, c'est-à-dire que vous perdez la centrale, du coup vous perdez l'approvisionnement électrique, ça c'est évidemment un truc ennuyeux, mais vous ne faites rien de plus emmerdant que ça à l'extérieur. Alors rien de plus emmerdant que de perdre l'approvisionnement électrique dans un monde qui en dépend en totalité, c'est effectivement ennuyeux quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans un monde qui s'effondre et donc qui a besoin de moins en moins d'électricité, entre autres choses, le fait que vous ayez dans une centrale un cœur qui fond, ça ne sera pas le premier problème auquel la civilisation sera confrontée à ce moment-là. Le risque des assassinats en série et des guerres civiles à la machette type Hutu-Tutsi me paraît, dans ce genre de contexte, hélas, beaucoup plus élevé. En tout cas, pour ma propre progéniture, ça me fait infiniment plus peur que le risque nucléaire. Donc, aménagement du territoire, j'y ai répondu. Petite question sur ah tiens, l'ouverture de la SNCF à la concurrence. C'est rigolo ça, l'ouverture de la SNCF à la concurrence. L'ouverture de la SNCF à la concurrence est un moyen supplémentaire de détricoter un monopole régulé. Et c'est malheureusement pour moi, en fait, c'est pas tellement la SNCF qui est, enfin si, c'est intéressant, mais c'est malheureusement pour moi emblématique de l'inversion des priorités qui s'est emparée de l'Europe et qui est quelque chose qui risque assez sûrement, malheureusement, de faire imploser ce système. Au moment où l'Europe s'est fondée, l'Europe a dit ce qu'on veut, c'est la paix entre les peuples, et pour que les peuples se connaissent, il faut qu'ils fassent des choses ensemble. Alors, dans les choses qu'on peut faire ensemble, c'est les affaires. Donc, on s'est dit, on va faire sauter les limites aux affaires entre les peuples européens. Après quoi, le moyen est devenu un objectif en soi. Et donc, aujourd'hui, la croissance du PIB, qui est dans l'article 3 du traité instaurant l'Union européenne, du traité de Lisbonne, et la suppression de toutes les barrières aux échanges, quelles qu'elles soient, et la suppression de toute entrave à la concurrence, quelle qu'elle soit, sont devenus non pas des moyens au service de la paix, parce que sinon on se rendrait compte qu'on est en train d'en bouffer jusqu'à la nausée, mais c'est devenu des fins en soi. Et ces fins en soi, malheureusement, vont conduire très exactement à faire imploser cet édifice magique que nous avions construit et qui a effectivement préservé la paix depuis 1945 de l'Atlantique à l'Oural. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de penser que plus de concurrence amène plus de bonheur, no matter what. Donc on a un système en France qui marche,
Bon, il se met en grève de temps en temps et il va le faire dans quelques semaines pour des raisons qui n'ont rien à voir, soit dit en passant, avec l'organisation de la SNCF et tout à voir avec le droit de grève. Donc la solution au problème qui va démarrer le 5 décembre ne s'appelle pas casser le monopole de la SNCF, il s'appelle éventuellement mettre dans la Constitution le fait que n'importe qui n'a pas le droit de faire grève jusqu'à plus soif et n'importe comment. Voilà, c'est un sujet, ça. On peut très bien décider que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais par contre, dire on a un système qui marche bien, on va le casser en petits morceaux, ça marchera encore mieux. Je ne vois pas tellement l'intérêt d'allouer nos ressources, notre temps, notre jus de cerveau et le temps qui n'est pas rattrapable à casser un truc qui marche plutôt que de s'occuper des trucs qui ne marchent pas. Donc pour moi, c'est une approche idéologique et absolument pas pragmatique qui conduit à ce système. Vous remarquerez qu'en France, on a cassé le système électrique qu'on avait, on a transformé ça en plusieurs morceaux, le réseau de transport d'un côté, le réseau de distribution de l'autre, le système de production, puis on a dit au système de production, quand même, c'est pas sympa que tu sois rentable, donc on va te faire des tas de misères. Par exemple, tu vas vendre l'électricité à prix coûtant à tes concurrents, comme ça on va faire passer, soit dit en passant, la rente qui était captée par un opérateur public pouvant reverser ses dividendes à l'État, à des opérateurs privés qui n'ont aucune intention de reverser leurs dividendes à l'État. Donc la mise en concurrence des opérateurs, c'est juste un système qui permet de transférer de la rente d'une entité détenue par tout le monde à une entité détenue par quelques-uns. Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit une avancée sociale absolument majeure. Donc, le détricotage d'EDF est un truc qui n'a eu aucun intérêt. Du reste, j'avais publié dès 2002 ou 2003, je ne me rappelle plus, une tribune en disant que l'ouverture des marchés de l'électricité à la concurrence était une connerie majeure et qu'on s'en mordrait les doigts. Mais je suis pas un mec plus intelligent que la moyenne. Il suffisait juste de regarder comment le système était fait. C'était très simple de voir que c'était ça qui allait se passer. Et de fait, c'est très exactement ça qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on a un système qui est plus piloté. Et on est obligé de remettre des cadres extrêmement rigides dans le système si on veut qu'il se dirige dans une direction donnée. Donc, par exemple, pour le développement des énergies renouvelables, enfin de l'éolien et du solaire, on a été obligé de remettre dans le système un cadre extrêmement dirigiste, c'est-à-dire des tarifs d'achat garantis. Donc, en fait, on a renationalisé cette partie-là de la production électrique d'une certaine manière, indépendamment du fait qu'elle soit intéressante ou pas intéressante. Ce n'est pas le sujet. À ce stade, mon seul propos est de montrer qu'on a été obligé de renationaliser d'une certaine manière cette production éolienne et solaire pour arriver là où on voulait arriver, c'est-à-dire à ce que ça se développe, parce que spontanément, les acteurs n'ont aucune raison de faire ce que la collectivité estime pertinent. À partir du moment où chacun stipule pour lui-même, ils vont faire ce qui est pertinent pour eux. Et l'idée que ce qui est pertinent pour eux est pertinent pour la collectivité, ben non, ça ne marche pas. Donc, dans les systèmes qui sont des systèmes, comment dire, dans les objets qui sont des objets régaliens, c'est-à-dire le pays ne peut pas s'en passer, je fais partie des gens qui considèrent qu'un monopole ou un oligopole encadré, c'est beaucoup plus efficace que la libre concurrence à l'aval. Et la libre concurrence à l'aval de l'électricité est une connerie, je l'ai dit il y a 20 ans, et je persiste et signe. Eh bien, la libre concurrence dans le domaine ferroviaire sera au mieux un truc qui ne va rien amener, et au pire, une perte de temps qui va consacrer des tas de cervelles, de consultants, de mecs de Bercy, etc., à des conneries qui n'ont strictement aucun intérêt, alors que par ailleurs, il y a le feu à la maison et qu'on ne s'occupe pas et qu'on ne met pas des moyens dans les choses qui sont vraiment nécessaires. Voilà, donc c'est une manœuvre de diversion triste, parce que toutes les manœuvres de diversion sont tristes quand on est dans une course contre la montre. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, je remettrais tout ça en un seul bloc. Par contre, il y a beaucoup à dire sur la gestion des entreprises publiques. Et une bonne manière de gérer un monopole encadré n'est pas de bazarder le président tous les 5 ans en faisant une sucette pour député méritant. Il faut aussi que l'État soit capable de gérer ça de manière correcte. Alors, une bonne partie des gens disent « Ah ben, si c'est plus l'État, ça sera mieux géré ». Voire, je ne suis pas complètement sûr, il appartient aussi aux citoyens de demander à l'État de gérer ça de manière correcte. Je trouve très rassurant de ce point de vue, par exemple, que la succession de la SNCF soit assurée par quelqu'un de l'interne. Je trouve ça très bien. Je trouve lamentable qu'à EDF, indépendamment des qualités et défauts de son président du moment, il soit impossible à une personne de l'interne de devenir président d'EDF. Je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas de sens. On a besoin de quelqu'un qui sache de quoi il parle quand il s'occupe de diriger cette boutique. Alors, communiquer et programmes scolaires. Tiens, on n'en a jamais parlé des programmes scolaires. Très bonne question.
Pourquoi est-ce qu'au Shift Project, on a commencé par s'intéresser à la question de l'enseignement supérieur? C'est parce que dans le pays dans lequel nous sommes, modifier les programmes scolaires, ça suppose une cogestion avec les syndicats d'enseignants et c'est un sujet à passer la nuit avant d'arriver où que ce soit. Du reste, c'est un vrai sujet. Il est absolument évident qu'on ne peut pas demander à des gens de gérer correctement un problème sans qu'il l'ait correctement défini. Donc, quand on demande aux forces vives de la nation dans le monde économique de s'occuper correctement du problème, ils ne peuvent pas le faire tant qu'ils ne l'ont pas compris. Ce n'est pas par le journal qu'ils vont arriver à le comprendre, parce que le journal n'a pas pour vocation de faire l'éducation des masses, mais elle a vocation à raconter ce qui est dans les communiqués de presse, modulo une interprétation qui va par-dessus. Du reste, une illustration en est fournie par mon canard préféré qui s'appelle Les Échos et qui, ce matin, a fait un numéro spécial, j'imagine à l'occasion de la sortie de la COP, sur le climat. Les quelques articles que j'y ai lus, alors je n'ai pas lu tous les articles, mais les quelques articles que j'y ai lus sont des articles qui sont, pour certains, du gentil greenwashing, pour d'autres, des professions de foi qui n'ont strictement aucun intérêt, pour d'autres encore, des affirmations qui sont assez amusante, on va dire. Par exemple, il y a dans un article co-signé de Bertrand Piccard le fait que de contraindre l'approvisionnement énergétique va faire monter le PIB. Vous pouvez aller le voir, cet article est parfaitement disponible. Voilà, donc quand on lit ça, on se dit, bon, il reste du chemin. Donc, il aurait beaucoup mieux fait, mon journal préféré, ce matin, de faire un numéro qui aurait été une synthèse graphique illustrée à portée de son lecteur moyen des 3 derniers rapports du GIEC. Il aurait pris le rapport sur le changement climatique et les terres, le rapport sur la cryosphère et le rapport sur 1.5, et il en aurait fait une synthèse accessible à tous de la manière dont le défi se présente, et il aurait rajouté à cela une synthèse des faits saillants du World Energy Outlook de décembre 2018 qui annonce, qui annonce que le pic de production du pétrole conventionnel est passé depuis 2008. Il aurait rendu un service considérablement supérieur au monde économique que simplement en publiant quelques professions de foi, dans laquelle j'ai également vu, sous la plume de Bernard Arnault, que c'était l'entreprise qui allait sauver le monde. Bon. Et que les entrepreneurs faisaient les choses par passion et absolument pas, évidemment, pour la taille de leur résultat net. Donc, la question de l'information est absolument cruciale, c'est absolument évident, et la presse n'y arrivera pas à la bonne vitesse. Donc, du coup, il ne reste que le système éducatif. Dans le système éducatif, celui qui peut aller le plus vite, parce que c'est celui où chaque établissement est maître de ses programmes, c'est l'enseignement supérieur. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé par s'attaquer à l'enseignement supérieur. C'est par ailleurs de là que sortent les corps intermédiaires, et les corps intermédiaires sont ceux qui, quand même, ont une forte influence sur le mouvement général dans lequel va le pays. Les corps intermédiaires, c'est des gens qui ont tous une fonction de direction derrière ou de gestion, soit des académiques, ils ont une fonction d'influence, soit des gens qui vont travailler dans le monde économique, ils ont une fonction de gestion de quelque chose, soit éventuellement dans le monde politique, mais enfin bon là, plus discutable. C'est des gens qui ont souvent la confiance des gens avec qui ils travaillent. J'espère avoir la confiance de mes salariés, en tout cas de l'essentiel d'entre eux. Et dans l'essentiel des entreprises et des administrations dans le monde, le chef a en général la confiance des gens qui travaillent avec lui. Il y a évidemment des chefs-haillons, des emmerdeurs partout, comme 5%, mais pas 80%. Donc, à partir du moment où les gens qui ont des fonctions dans les corps intermédiaires sont imprégnés du problème et décident de s'en occuper, ça infuse par construction sur tous les gens dont ils ont la charge. Et par ailleurs, ça infuse aussi par construction sur les gens qui sont à l'étage au-dessus, c'est-à-dire leur patron ou éventuellement le corps politique. Donc, et ces gens-là sortent des établissements d'enseignement supérieur. Donc c'est la raison pour laquelle on s'y est attaqué en premier au Shift Project. Alors c'est clair que ça va pas assez vite dans la réforme des programmes. Ces gens-là devraient déjà être en train de travailler jour et nuit à la façon dont ils vont faire de la place à ce qu'ils enseignent aujourd'hui pour être capables d'enseigner les enjeux. Et si je donne des ordres de grandeur, pour commencer à comprendre de quoi il retourne, il faut 20 heures dans l'enseignement supérieur. Pour être capable de gérer un morceau du problème, il en faut plutôt 50. Voilà.
Dans le monde économique, pour les gens déjà en place, pour être capable de comprendre qu'on a un vrai problème, il faut 5 heures, et pour être capable de commencer à le gérer, il en faut 30. Voilà, toujours pour donner des ordres de grandeur. Donc, c'est dans l'enseignement supérieur qu'il faut commencer, et par ailleurs, c'est de l'enseignement supérieur que sortent les gens qui seront enseignants tout court. Les gens qui vont commencer à faire pression aussi pour la réforme des programmes dans l'enseignement tout court et l'enseignement secondaire, ils sortiront aussi pour partie de l'enseignement supérieur, des IUFM, éventuellement d'ailleurs, etc. Donc, c'était pour ça qu'on a commencé. Après, bien évidemment, il faut s'occuper de la réforme des programmes dans le secondaire. Alors là aussi, il y a quelque chose de difficile, c'est qu'il faut commencer par enseigner les faits. Donc, il ne faut pas enseigner du développement durable. Le développement durable, c'est de la politique, c'est des intentions, c'est des souhaits, c'est éventuellement de la morale. Tout ça, c'est éminemment respectable, mais ce n'est pas par ça qu'il faut commencer. Il faut commencer par enseigner les faits. Donc, dans l'enseignement supérieur, il est aussi essentiel de faire comprendre de quoi on parle quand on parle d'un climat, alors ça on le fait en géographie, de quoi on parle quand on parle du changement climatique, de quoi on parle quand on parle de l'énergie, c'est-à-dire du rôle des machines. C'est pas très compliqué à faire comprendre, même un gamin de 10 ans peut comprendre que l'énergie c'est une machine. Tout ça doit être enseigné et doit être enseigné dardard pour qu'on ait une petite chance d'avoir une société plus éclairée qui soit capable de s'attaquer mieux à la question. Le début de la digression que j'ai eue tout à l'heure sur la Convention citoyenne, il est évident que si tout le monde était passé par les 30 heures que j'évoque pour comprendre de quel problème il retourne, cette Convention citoyenne aurait beaucoup plus de chances de produire des mesures qui sont déjà un peu mieux hiérarchisées, articulées, fondées, etc. C'est évident, parce que du coup, ils auraient économisé tout le temps qu'ils ont dû consacrer à comprendre le problème, et à l'évidence, leur compréhension du problème sera toujours limitée par le nombre de gens à qui ils ont pu parler, et la légitimité, soit dit en passant, des gens qu'on leur a mis sous le nez en premier. Donc, il y a un énorme sujet enseignement et c'est un... qu'est-ce que je veux dire? C'est quelque chose sur lequel aujourd'hui il faut aller beaucoup plus vite à l'évidence que ce qui est fait. Voilà, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas de martingale malheureusement, à part vous dire qu'il faut commencer par l'enseignement supérieur. Alors, après, il y a tout un tas de trucs sur taxe carbone. Taxe carbone, tiens, je vais vous en parler de la taxe carbone. Je vais finir par ça, vu l'heure. Taxe carbone, action individuelle. Je vais vous parler aussi de l'action individuelle. Et question personnelle. Accepteriez-vous de venir faire une conférence tout public dans une petite ville de province? Oui, puisque je l'ai déjà fait. La réponse, après la question, c'est est-ce que je peux faire ça dans toutes les petites villes de province? Non, il y en a beaucoup trop, vu le nombre de nuits dont je dispose. J'ai été il n'y a pas très longtemps à Loudun, 7000 habitants. Alors, je ne sais pas si c'est petit ou pas petit. J'ai été il n'y a pas très longtemps à Bar-le-Duc, 14 000 habitants. Donc oui, j'ai été à Ploërmel il y a de nombreuses années. Pas combien d'habitants fait Ploërmel, mais à mon avis, c'est pas beaucoup non plus. Donc oui, je suis... En fait, l'essentiel de mes conférences, pour ne rien vous cacher, ont lieu en province. Je fais... je ne vais pas regarder le décompte précis, mais l'essentiel sont en province. Alors pour les établissements d'enseignement, c'est essentiellement en province. En ce qui concerne le monde économique, je veux dire que c'est probablement 1 sur 2 qui se passe en province. Donc je fais essentiellement en province. Après, j'ai un tout petit problème avec la longueur de mes nuits. Je ne sais pas si je dois prendre ça comme une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je dois recevoir en ce moment 5 sollicitations par jour, quelque chose dans ces ordres de grandeur, 3, 4, entre 3 et 5. Alors c'est très simple, hein, entre 3 et 5 par jour, sur 5 jours ouvrés, ça fait donc entre 15 et 25 par semaine, et sachant que je peux dire oui pour 2, bah, vous voyez, ça veut dire que je suis obligé de dire non 9 fois sur 10 quand on me fait une demande. Voilà, c'est ça mon problème. Mais à part ça, j'ai pas d'objection de principe à faire ça. Après, j'ai un problème.
sur les interventions, c'est que quand je fais des interventions tout public, je remarque que malheureusement, donc ne le prenez pas mal, viennent essentiellement dans la salle des gens qui m'ont déjà vu ou entendu. Alors que ce qui m'intéresserait, c'est que ce soit les autres qui viennent. Donc, et puis ça me pose un problème d'ajustement. Parce que je ne sais pas si je dois repartir du début de l'histoire et donc faire une conflassique parce qu'il en subsiste 10% dans la salle qui n'auront pas entendu le début de l'histoire et donc s'ils entendent la suite, bon, voilà. Ou bien si je dois complètement zapper ça parce que je dois partir du principe qu'ils ont tous vu ou entendu, ne serait-ce que sur une vidéo, et donc on va directement aux questions ou bien on va directement à des choses qui sont beaucoup plus appliquées. Voilà, donc pour le moment, je continue à rentrer par le début de l'histoire, mais peut-être qu'à la limite, je suis complètement à côté de la plaque et il faudrait rentrer directement par des choses qui sont beaucoup plus appliquées. Action personnelle. Alors, action personnelle est dans les PME. En ce qui concerne l'action personnelle, certains d'entre vous ont peut-être vu qu'on va relancer à Carbone 4 le bilan carbone personnel. Donc ça, c'est un projet sur lequel on travaille maintenant depuis 6 mois. Parce qu'on a constaté que le fait d'être capable de parler de l'action personnelle juste après une formation en entreprise sur le défi à relever soulageait les gens. Dit autrement, quand dans une entreprise, on fait le grand coup de peinture, là on va tous mourir, il y a un certain nombre de gens qui sortent complètement abattus. Et ça, c'est aussi en lien avec un truc qu'on est en train de développer à Carbone 4 qui s'appelle l'éco-psychologie. Certains d'entre vous en ont probablement entendu parler aussi, qui est comment vivre avec ce truc dans lequel, une fois qu'on est rentré, on a beaucoup de mal à sortir et à dire je l'oublie et maintenant je m'occupe d'autre chose, et qui est fait de pensées qui ne sont pas toutes très, très rassurantes. Hein. Et donc, on a constaté que quand, juste après une intervention, on pouvait avancer et commencer à travailler sur le bilan carbone personnel, ça créait un ballon d'oxygène parce que les gens se disaient « Ah, mais on peut quand même faire quelque chose ». Juste derrière une intervention en entreprise, en général, on n'a pas la martingale pour l'entreprise à laquelle on vient de s'adresser. Il y a une raison assez simple à cela. C'est que selon qu'on fait l'intervention dans une entreprise qui met des petits pois en boîte, qui fait des sacs à main ou qui fabrique des avions, il est évident que les marges de manœuvre derrière, les choses qu'il faut commencer à regarder, qui il faut impliquer, etc., ne sont pas du tout les mêmes. Donc on ne va pas pouvoir, juste derrière une intervention en entreprise, dire « il n'y a qu'à Faucon, faites ça ». Par contre, en ce qui concerne les individus, comme c'est un problème, nous avons tous les mêmes déterminants de notre consommation. On habite quelque part, on se déplace, on mange, on achète des trucs et des bidules, on profite d'autres trucs et d'autres bidules sans les acheter, soit dit en passant, on profite de services publics, donc on a tous des choses qui sont très similaires, pas en quantité, pas en qualité, mais en fonctionnalité. Et donc, on peut d'entrée de jeu aller derrière une intervention sur le bilan carbone personnel parce qu'on sait que tout le monde va l'avoir avec les mêmes composants. Donc, on a démarré ce projet. Qui va commencer à déboucher dans le courant de l'année prochaine. Alors pour le moment, on a une maquette, on a un proto, etc. Ce truc-là va devenir une activité à part entière. Et donc, on espère qu'elle va significativement contribuer à ce besoin de se mettre dans l'action qu'ont un certain nombre de gens. Il y a un sondage qui m'a beaucoup frappé, qui a été publié il n'y a pas très longtemps par Ipsos. Le sondage a été commandé par EDF. Et on demandait aux gens, est-ce que vous avez une bonne idée de ce qu'il faut faire? Alors, je trouve ça très intéressant de comparer la question qui est, est-ce que vous avez une bonne idée de ce qu'il faut faire, avec une autre question qui est posée aux gens au même moment, qui est, est-ce que vous faites des trucs utiles? Parce que si on n'a pas une bonne idée de ce qu'il faut faire, on ne peut pas dire que ce qu'on fait est utile. Bon, voilà, donc les deux réponses ne sont pas du tout cohérentes, évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Mais on a en France une opinion publique qui se considère dans les 30 pays interrogés comme étant dans le plus bas niveau de compréhension de ce qu'il faut faire. Alors c'est assez intéressant parce que par ailleurs, on est dans un des pays qui se pense être dans les plus en avance sur le discours public sur ce sujet. Et voilà. Donc c'est assez intéressant de voir que quand même les gens sont assez perdus. Ils n'ont pas nécessairement une très bonne idée, ils n'ont pas les ordres de grandeur en tête, les médias les aident pas. La récente émission sur le sujet qu'il y a eu à France 2 mélangeait des trucs qui valaient 1 avec des trucs qui valaient 1000 et des trucs qui n'avaient rien à voir, soit dit en passant, avec le climat.
Donc, c'est très difficile pour les gens d'avoir une bonne idée des ordres de grandeur, même pour une partie des gens qui s'intéressent au sujet. Et donc voilà, donc on espère qu'avec ce projet-là, on va être capable d'amener une pierre à l'édifice là-dessus, derrière la compréhension des enjeux, qui est toujours un moment pas sympathique à passer, parce que il faut se plonger dans la compréhension de quelque chose qui n'est pas spécialement porteur globalement de bonnes nouvelles. Donc ça, c'est l'action individuelle. L'action dans les PME, j'ai envie de dire, rien n'empêche un patron de PME de faire exactement quelque part la même chose, c'est-à-dire de se passer à la loupe et par ailleurs de former ses collaborateurs pour qu'ils comprennent quel est l'objet du débat. C'est clair que c'est plus facile dans des PME qui ont la maîtrise de leur destin. Donc quand vous êtes sous-traitant dans l'automobile, que vous avez un carnet de commandes à 3 mois et que vous fabriquez 2 produits et que vous n'avez absolument pas le choix ni de votre client, ni de votre lieu d'implantation, ni de rien, savoir que vous avez de la merde qui va vous tomber dessus en plus fine pour une autre raison que votre quotidien, vous n'avez pas spécialement envie. Donc c'est plus facile de faire rentrer ça dans des PME qui sont plus maîtresses de leur destin que des PME qui sont totalement pieds et poings liés à un grand donneur d'ordre, comme sous-traitant. Mais vous avez tout un tas de PME dans lesquelles il est parfaitement possible de faire rentrer cette préoccupation. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objection. Et là aussi, quelque chose qui peut être intéressant à noter, c'est que dans les sollicitations spontanées c'est le thermomètre dont je dispose, hein, évidemment, qui arrivent tant à Carbone 4 qu'au Shift, on voit arriver aujourd'hui des PME. Alors, dans les deux cas de figure, à Carbone 4, on voit arriver des gens qui posent des questions qui avant étaient du ressort des grands groupes. Je voudrais m'intéresser à ma stratégie, mon machin, mon truc et mon bidule. On voit arriver ça d'entités qui font 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et au Shift, on voit arriver des donateurs qui nous disent spontanément, tiens, on voudrait vous donner un peu d'argent. Alors, bon, ça va pas changer. C'est très intéressant, je trouve, de commencer à voir arriver cette catégorie d'acteurs dans la danse. Bon, encore une fois, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, comparé au nombre de PME, mais voilà, c'est en train de bouger un peu. Et donc, la question de la taxe carbone, pour finir. Faut-il faire la taxe carbone? Alors, en 2006, j'ai sorti avec mon associé et complice Alain Grandjean un livre qui s'appelait « Le plein s'il vous plaît » et qui était une déclaration d'amour à la taxe carbone. Je n'ai fondamentalement pas changé d'avis au sens de « il faut quelque chose qui ressemble à une contrainte pour que les gens changent de comportement ». Mais depuis, j'ai enrichi ce raisonnement d'un certain nombre d'éléments. D'abord, la contrainte n'est pas nécessairement une contrainte en prix. La contrainte, et c'est souvent beaucoup plus efficace de procéder de cette manière, peut être une contrainte réglementaire, une contrainte de normalisation, une interdiction, ce qui est une variante de la contrainte réglementaire, ou une obligation de faire. Et ça reboucle, soit dit en passant, avec d'autres questions qui avaient été posées sur citer les 5 mesures politiques que vous estimez prioritaires. Alors, je vais donner un exemple sur le chauffage. Vous pouvez très bien dire, garde à vous, toute maison équipée, c'est souvent des maisons, équipées d'un chauffage au fioul, aura l'interdiction de conserver ce chauffage au fioul à partir de 2028. Voilà, vous pouvez très bien le dire. Ça, c'est une mesure réglementaire. Donc, ce n'est pas une mesure en prix, c'est une mesure réglementaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde peut planifier le changement de sa chaudière à fioul d'ici à 2028. Et ça veut dire que vous pouvez très bien doubler cette obligation d'une mesure de type subvention qui permettent, sous conditions de ressources, évidemment, parce qu'il est hors de question de payer ça à un cadre supérieur, lui, il a juste l'obligation, exactement comme il a l'obligation d'emmener sa bagnole au contrôle technique. Donc, sous conditions de ressources, vous en payez une partie ou la totalité aux gens qui n'auront pas les moyens de se le payer eux-mêmes au moment où l'obligation leur tombe dessus. Si vous devez piloter ce changement par une taxe carbone, il faut donc que vous disiez le prix du carbone va augmenter jusqu'au moment où le prix du fioul deviendra insupportable. À ce moment, les gens diront il faut que je change ma chaudière à fioul. Vous auriez absolument rien prévu pour les aider à changer. Alors vous pouvez quand même faire la subvention, ok. Mais vous voyez bien que vous êtes dans un système dans lequel la contrainte arrive de manière, j'ai envie de dire, progressive.
Et donc, la contrainte progressive est un truc que les gens n'aiment pas bien. Ils préfèrent, c'est comme ça, les contraintes qui leur arrivent dessus, plutôt un peu franches. On n'a pas dit au moment où on a dit qu'on allait interdire de fumer dans les lieux publics que d'abord, on aurait le droit de fumer une cigarette par jour, ou 5 cigarettes par jour dans les lieux publics, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1, puis 0. D'accord ? On n'a pas mis une taxe sur la cigarette en disant… On a aussi monté le prix des cigarettes, mais à un moment, on a mis une interdiction, puis on a dit comme ça. Donc, la réglementation est quelque chose qui crée, soit dit en passant, un prix implicite du carbone, puisque ça veut dire qu'elle donne une valeur, mais une valeur qui est en fait ce qu'il faut payer pour le remplacer, ce carbone. C'est ça la valeur exprimée. Mais on peut très bien créer un prix implicite par une réglementation. Le système de quotas, s'il marchait vraiment sur le marché européen, c'est-à-dire s'il y avait vraiment une baisse en volume significative, est aussi un système réglementaire qui pourrait fonctionner. Le problème, c'est que la baisse en volume, elle est très compliquée à faire sans un prix associé, parce que si vous ne faites qu'une baisse en volume et qu'il n'y a pas un prix prévisible, à ce moment, l'industriel n'est pas capable de faire ses calculs de retour sur investissement dans ce qui lui permet d'éviter d'émettre, donc il ne fait rien, et le jour où il n'a rien fait, il va voir les pouvoirs publics en disant « Ah ben j'ai rien fait, donc si maintenant vous mettez une contrainte que je ne suis pas capable de tenir, crac, je délocalise. » Voilà. Donc c'est un système qui ne marche pas bien s'il n'y a pas un prix associé, qui est un système mixte. Un autre exemple de réglementation, et ça fait partie des choses qui me semblent à l'évidence totalement prioritaires, puisqu'on en avait fait une des 9 mesures Donc ce que je viens de dire sur les pompes à chaleur, pour moi c'est une de mes mesures politiques prioritaires dans un pays comme la France, c'est éjecter le fioul du chauffage le plus vite possible pour le remplacer par des pompes à chaleur, supprimer le soutien à l'éolien et au solaire, ce qui va nous faire économiser quelques dizaines de milliards d'euros à l'avenir, donc on arrête tout, et on reconvertit les installateurs de panneaux, c'est à peu près les mêmes, c'est des électriciens, et les installateurs d'éoliennes en installateurs de pompes à chaleur. Voilà. Et avec l'argent qu'on avait prévu de dépenser dans les éoliennes et les panneaux solaires, on dépense ça dans les pompes à chaleur pour éjecter le fioul du chauffage. Donc voilà un plan qui est à la fois un plan réglementaire et un plan industriel, qui ne pose pas de problème majeur pour être mis en place. Et ce plan-là n'a pas besoin d'un signal prix sur le carbone. Autre exemple, qui est la voiture. Avant de déployer la voiture électrique, il y a un truc qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et qui économise beaucoup plus vite plein de pétrole, qui est de normaliser à la baisse la consommation des véhicules qu'on vend. Donc ce que vous dites, c'est en gros les véhicules que vous vendez. C'est le système européen actuel, sauf qu'il faut le durcir. Donc actuellement, il ne va pas assez vite, le système européen actuel. Et il faut limiter la consommation des véhicules neufs vendus très rapidement et de manière féroce. Il faut doubler ça pour les véhicules actuellement en circulation du retour de la vignette, c'est-à-dire d'une taxe annuelle à la détention, qui est d'autant plus élevée que le véhicule est puissant. Et il faut assurer la transition vers des véhicules faiblement consommateurs et à faible vignette pour les gens qui sont de type gilet jaune, c'est-à-dire des gens qui ont un besoin de domicile-travail important, des revenus faibles, etc. Alors, il suffit d'avoir des revenus faibles, en général, le besoin de domicile-travail est important, malheureusement. En tout cas, dès que vous n'êtes pas en cœur de ville. Donc, si vous faites un truc comme ça, vous avez un signal prix, mais qui n'est pas un signal prix sur le carbone, qui est un signal prix sur la détention d'un véhicule. Vous avez une mesure réglementaire qui s'applique aux constructeurs avec éventuellement des pénalités. Ce n'est pas un signal prix sur le carbone, c'est une pénalité qui s'applique aux constructeurs. Et si vous faites ça, vous voyez que vous faites avancer très très vite la question de la baisse de la consommation des véhicules neufs vendus. En ce qui concerne le gaz, dont plus de la moitié est utilisé dans le chauffage, à nouveau, vous n'avez pas besoin d'une taxe carbone, vous avez de nouveau besoin d'une substitution par de la pompe à chaleur et d'un système réglementaire. Si vous regardez, alors le domaine dans lequel le prix du carbone est vraiment un domaine dans lequel il a des effets, c'est le domaine industriel. Donc en fait, le prix du carbone, le seul domaine dans lequel c'est vraiment utile d'en avoir un, c'est le domaine industriel. Pourquoi ? Parce que le ménage est une entité qui gère son économie à courte vue, qui anticipe très peu, qui ne fait pas de business plan, qui n'embauche pas des crânes d'œufs pour manipuler de l'Excel toute la journée. On ne fait pas ça dans un ménage. Déjà, quand on a une gestion à peu près correcte de sa trésorerie personnelle, c'est le bout du monde. Donc, on ne fait pas ça. Par contre, dans une entreprise, on fait ça. On embauche des tas de gens qui sont en train de m'écouter là pour aller faire du business plan, des plans de trésorerie, des tas de tableurs Excel compliqués, beaucoup trop parfois du reste, pour regarder à quoi peut ressembler l'avenir. Donc, c'est des endroits dans lesquels on détecte très bien les signaux faibles liés à des variations de prix
Et pour autant que ces variations de prix puissent être anticipées, on va mettre en œuvre du jus de cerveau pour être capable d'y apporter une réponse optimale. Donc, dans une entreprise, en particulier une grande entreprise, on est parfaitement capable de payer quelques personnes pour faire des tas de calculs dans tous les coins pour savoir quelle est la meilleure manière de répondre à un prix du carbone qui augmente. Ce qui veut dire que le seul domaine dans lequel c'est vraiment pertinent de mettre en place une taxe carbone, à mon sens, c'est dans le domaine des entreprises. On va prendre un exemple. La Grande-Bretagne a mis une taxe sur la production électrique applicable aux producteurs d'électricité, donc c'est une taxe carbone applicable aux entreprises, parce qu'elle a considéré que le système des quotas, qui s'applique aussi aux producteurs d'électricité, ne matérialisait pas un prix suffisamment élevé et surtout suffisamment prévisible pour que ces gens-là fassent des efforts. Ça a contribué à la diminution très rapide du charbon dans la production électrique en Grande-Bretagne. Donc, c'est un système qui peut fonctionner. Alors, il fonctionne d'autant plus facilement qu'il y a des alternatives qui ne sont pas très très loin en termes de rentabilité économique, c'est absolument évident, mais c'est un système qui fonctionne très très bien. Si vous augmentez de manière significative le prix du CO2 et que vous dites, comme c'est le cas dans la mer du Nord à Statoil, si vous m'enfouissez le CO2, je ne vous fais pas payer la pénalité, vous allez avoir un certain nombre d'acteurs qui vont s'intéresser au carbon capture et soit reuse, soit storage. Donc, vous avez besoin, dans le monde industriel, d'augmenter le prix du CO2, ça c'est absolument certain. Et par ailleurs, vous avez besoin de le faire de manière prévisible, parce que si vous ne le faites pas de manière prévisible mais erratique, on ne sait pas quoi dire aux jeunes crânes d'œufs sortis d'école que je ne nommerai pas quelle est la valeur, on ne sait pas leur dire quelle est la valeur qu'il faut mettre dans le business plan sur ce que sera le futur prix du carbone. Du coup, on ne sait pas faire des calculs de retour sur investissement. Du coup, j'en reviens à ce que je disais, on ne fait rien. Et du coup, après, une fois qu'on n'a rien fait, on fait du chantage à l'emploi ou à ce qu'on veut pour dire que ce n'était pas la peine, pour dire qu'il ne faut surtout pas augmenter les efforts et laisser faire les initiatives volontaires, etc. Bref. Donc, dans le domaine de l'entreprise, mettre un prix explicite est quelque chose qui est intéressant parce que par ailleurs, autant chez les ménages, les usages sont très standardisés. Tout le monde conduit une voiture, il y a 37 millions de voitures dans ce pays. Donc, normaliser la consommation des voitures et compenser ça par un impôt à la détention pour pas qu'on soit tenté de se rabattre sur la hausse de la masse de la voiture, ce qu'on a fait depuis des décennies, quand son efficacité augmente. C'est un système qui est très simple et qui s'applique à tous les ménages. Sur l'organe de chauffage du bâtiment, c'est un système qui est très simple et qui s'applique à tous les ménages. Par contre, dans l'activité industrielle, enfin dans l'activité économique, vous avez 60 secteurs, 250 sous-secteurs, et donc prévoir d'en haut quelles sont les mesures réglementaires qui doivent s'appliquer à chaque sous-secteur pour qu'il aille dans la bonne direction, c'est juste un travail de titan. Donc c'est pour ça qu'un système assez libéral de type taxe carbone dans le monde de l'entreprise, où du coup les entreprises vont répondre en optimisant chacune de leur côté, est un système qui n'est pas idiot. Alors, si je vais jusqu'au bout du raisonnement, on me dira, oui, mais même un système comme ça va faire de la casse. Et je dis, ouais, ok, donc acte, et bien ça fera de la casse. Et je vais finir sur cette conclusion très sympathique. On considère aujourd'hui qu'il est parfaitement légitime qu'une société aille au tapis, c'est-à-dire aille à la barre du tribunal, c'est-à-dire fasse faillite, parce qu'elle n'est pas capable de contribuer à l'effort collectif en ce qui concerne l'éducation, la santé ou les retraites, ça s'appelle ces charges sociales. Donc, on considère que la santé, les retraites et accessoirement un certain nombre d'autres types pour la vie du pays, que si une entreprise n'a pas les moyens d'y contribuer, c'est-à-dire n'a pas les moyens de payer les charges sur salaire, eh bien, elle fait faillite et c'est la vie. Eh bien, je considère personnellement que l'enjeu du changement climatique est tellement important que si une entreprise n'a pas les moyens de contribuer à l'effort collectif en étant capable de s'adapter à un prix du carbone qui augmente, elle fera faillite. C'est la vie et c'est sa contribution à l'effort collectif. Et la seule question qui se pose, c'est exactement comme pour les entreprises qui font faillite parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer leurs charges, comment est-ce qu'on s'assure, dans un contexte de stabilité sociale, que les perdants de l'affaire, c'est-à-dire les salariés, derrière, retrouveront un emploi sans trop tarder. Voilà. Mais il ne faut pas avoir peur de dire que le système, voilà, et pour en revenir au début, juste pour donner un exemple, pour en revenir au début de cette discussion, il me semble que cet effort-là, c'est-à-dire accepter que les entreprises aillent au tapis quand elles ne sont pas capables de prendre leur part à l'effort collectif sur la baisse des émissions,
est quelque chose, exactement comme il y en a aujourd'hui qui font faillite encore une fois parce qu'elles ne peuvent pas payer leurs charges sociales ou pas payer leurs fournisseurs. On ne considère pas que, voilà, c'est pas grave, ne paye pas les fournisseurs, non, non. Eh bien, il me semble que c'est à tout prendre un inconvénient qui est considérablement moins élevé que l'inconvénient d'aller à l'effondrement écosystémique, énergétique, climatique et au gentil chaos qui s'en suivra derrière et qui fera beaucoup plus de douleur que simplement le fait d'avoir à changer d'emploi parce que sa boîte a fait faillite parce qu'elle n'était pas capable d'assumer sa contribution à l'effort national. Voilà, donc ça sera ça le mot de la fin. La taxe carbone pour les entreprises, c'est une très bonne idée et il ne faut pas avoir peur de son nombre dans cette affaire. Il est évident qu'une transition, ça se coûte. Ce qu'il faut, c'est être capable de traiter les perdants, être capable d'avoir pour eux du temps, de l'empathie et l'envie de faire en sorte qu'ils retrouvent quelque chose à faire. Mais il ne faut pas se dire que si on abîme une seule entreprise avec la taxe carbone, on n'y va pas, parce que si on a ce genre de raisonnement, on n'ira jamais nulle part ailleurs que là où le hasard nous emmènera, et il est fort probable qu'il décide moins bien que nous. Comme disaient les dessins animés de Tex Avery, that's all folks. Merci d'avoir suivi toute ou partie de cette petite discussion, non pas au coin du feu, puisque vous savez que c'est interdit ou presque maintenant en Île-de-France, au coin de l'ordinateur. Bonne fin de soirée et à bientôt. Au revoir tout le monde.